Merci d'être avec nous. Les États-Unis, Donald Trump agite la menace de la guerre et plus que ça, d'une reprise des conflits. Vous êtes toujours avec nous, Xavier Titelman. On entrera dans le détail de ce qui s'est passé. L'armée américaine a tiré au canon contre un navire iranien. On en verra les conséquences. On parlera aussi de la possibilité de la discussion toujours ouverte. Ce serait ce lundi à Islamabad. Mais d'abord, écoutez Donald Trump qui répondait tout à l'heure à LCI, à Margot Haddad. Et il parle cette fois du navire français qui a été visé. Écoutez. Hello, Mr. President. This is Margot Haddad from French TV. You said that there were French boats that were targeted by the Iranians. Do you confirm that? Yeah, one boat. Do you think the French Navy should get involved? I don't know. That's up to your wonderful president. You'll have to make that decision. I don't make those decisions. Are you disappointed by the allies on that, Mr. President? Oh, of course I am. Of course I am. It's too bad. So if you had It's on a string, but that's all right. I've got everything under control very easily. I have to get off. Thank you very much, Mr. President. Bye. Voilà, et l'affirmation du président américain est confirmée par les déclarations rapportées par l'agence France-Presse. Détroit d'Ormuz, un navire du français CMA-CGM a bien fait l'objet de tirs, de semonces. Guillaume Roquette, c'est un moment très important dans ce, d'abord que Trump le dise à LCI et le fait maintenant qu'on en ait la confirmation. Oui, parce qu'effectivement, ça montre une montée en tension très spectaculaire dans le détroit d'Ormuz, alors qu'on avait le sentiment jusqu'à présent qu'il y avait une sorte d'intimidation réciproque des Américains et des Iraniens, mais sans aller jusqu'à une action militaire qui est claire, puisque apparemment il y a eu 2 bateaux qui se sont fait tirer dessus par les Iraniens, le bateau affrété par CMA-CGM, la compagnie française dont vous parliez à l'instant, et un autre navire indien, alors même que les Iraniens avaient laissé entendre que les navires indiens, eux, pouvaient sortir du détroit. Et donc, il y a ça. En face, il y a les Américains qui tirent sur un bateau iranien pour l'arraisonner, un porte-conteneur de la 3e génération. Il y a une montée en tension qui est spectaculaire ce soir. C'est une bataille. On était sur une sorte de bras de fer simple. Non, c'est bien une bataille qui s'engage dans les détroit d'Ormuz. Oui, et depuis 10 jours, on avait une trêve qui semblait durer. Et ce soir, elle dure un peu moins. Elle est un peu plus fragile. C'est pas encore le conflit ouvert. On n'a pas repris les combats, mais effectivement, là, on est passé à un autre stade, c'est-à-dire qu'un bâtiment iranien a été pris pour cible, il a été touché, il s'est arrêté et visiblement les autorités américaines sont montées à bord. Donc on est ailleurs, on est véritablement, comme l'a dit Guillaume, dans une montée en puissance du rapport de force. Mais je pense également c'est en mettre en rapport avec les négociations qui sont en cours ou qui pourraient se dérouler à Islamabad prochainement. Avec la position du président américain d'embarquer en quelque sorte les Européens, dont les Français. Isaac Barchicha, vous êtes pour ainsi dire le représentant de Donald Trump sur ce plateau. Quand il parle là tout à l'heure à LCI, en disant bien d'une certaine manière, c'est votre guerre. À vous de jouer, messieurs les Français. Regardez, un bateau français a été visé. C'est surtout notre merveilleux président. Et du coup, on attend une réaction. Pour l'instant, l'Élysée n'a pas confirmé cette information. Pourquoi pas avoir un démenti ou une confirmation de cette information pourrait déjà nous aider à donner peut-être de la crédibilité à ce que dit Donald Trump aux médias français. Et puis la réalité, elle est derrière. Pourquoi un navire français aurait peut-être pu passer au travers du détroit d'Ormuz? Quels sont les risques que les marins français ou CMA, CGM, vous parlez de cette société tout à l'heure, passeraient dans la région? C'est toutes ces questions-là. Pourquoi la France et pas d'autres pays qui sont peut-être posées ce soir aussi? Brigitte Haddad. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque fois, ils ont voulu franchir le blocus. Le blocus iranien d'abord, puis après le blocus américain. Parce que les Iraniens, ils ont voulu passer. Et c'est là qu'ils ont montré qu'ils n'allaient pas enlever le blocus. Alors que l'Iran fait une condition, mais ça comme condition, qu'on enlève le blocus pour pouvoir aller demain aux négociations à Islamabad. Donc ça vraiment, et ça montre aussi que les Iraniens ont vraiment besoin que le blocus saute, parce que ce blocus bloque complètement l'économie iranienne. Et c'est très embêtant pour eux. Et ils n'ont pas beaucoup, ils n'ont que 12 jours d'autonomie avec le gasoil et la pétrochimie et les céréales qui passent, qui vont être bloquées. Donc vraiment, pour eux, le blocus américain, ça fait mouche quelque part. Alors que ce soit en un sens ou dans un autre, comment fonctionne le coup de semonce? On va se rendre dans un instant à Washington. Écoutez d'abord le général Yakovlev qui, sur ce plateau, a expliqué la procédure. On tire devant, on tire derrière et après. Il y a une autre technique, c'est le coup de canon. C'est un coup de canon devant,
c'est le code international. Un coup de canon devant, donc le gars il voit la gerbe. Si jamais il ne s'arrête pas, on fait un coup de canon derrière, ce qui veut dire le prochain est dedans. Mais pour ça, il faut la règle d'engagement qui va bien. Xavier Titelman, on entre là dans le détail, ce qui s'est passé, puisque c'est l'événement de la soirée, le tir sur un navire iranien, puisque ce soir Trump est en train de monter la pression. En l'occurrence, le fait qu'ils osent essayer de passer le blocus, c'est à ma connaissance la première fois que les Iraniens cherchent à violer le blocus américain. Donc la réponse américaine a été à la hauteur de leur réputation et à la hauteur de la parole de Donald Trump, c'est-à-dire effectivement on n'a pas toute la séquence, on sait pas, on se doute que les Américains ont d'abord fait les tirs de semonce devant derrière. En l'occurrence, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce navire, c'est un porte-conteneur qui est gigantesque, qui fait plus de 250 mètres de long, qui a été touché au niveau de la salle des machines. Donc probablement qu'ils ont visé pour arrêter le navire. Donc ils visent sur les arrières, en bas au niveau du moteur. Le navire est arrêté et donc ils ont embarqué à bord. Ils ont fait monter des commandos pour prendre la possession de ce navire. Et c'est un signal très fort que donnent les États-Unis. Vous êtes avec nous, Mathieu Kerman, en direct à Washington. On est dans un moment où peut-être avant une négociation, mais peut-être avant une reprise générale des combats, les États-Unis montrent qu'ils sont prêts à frapper très fort. Oui, absolument, parce que depuis l'annonce du blocus réalisé par Donald Trump le 12 avril dernier, il avait été très clair, tout navire qui tenterait de franchir ce blocus ordonné par le président des États-Unis, serait détruit, disait Donald Trump. Alors depuis près d'une semaine maintenant, le CENTCOM, le centre de commandement de l'armée américaine qui opère au Moyen-Orient, expliquait que tout se passait bien, que plus d'une dizaine de navires avaient tenté de franchir ce blocus américain, mais que tout se passait bien, tous avaient décidé finalement de rebrousser chemin. Et là, il y a une demi-heure de cela maintenant, Donald Trump annonce donc lui-même sur son réseau social Truth qu'un navire cargo battant pavillon iranien a tenté de franchir ce blocus américain, que les Marines américains lui ont ordonné de faire demi-tour. Les marins qui étaient présents à bord ont refusé et donc la marine américaine a tiré sur ce navire cargo iranien qui est très, très grand, très imposant, 274 mètres de long et pesant presque aussi lourd qu'un porte-avions, dit Donald Trump sur son réseau social, qui explique que les Marines américains ont pris à l'heure actuelle le contrôle de ce navire cargo battant pavillon iranien et qu'ils sont actuellement en train d'inspecter ce qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup Mathieu Kerman. On va tout de suite en venir à la technique au sens le plus militaire, mais d'abord la méthode Trump. Avant une négociation, on crie très fort. Ça c'est un classique. Il le dit même dans son livre. Il faut d'abord saisir un peu l'ennemi, comme on saisit la viande. On n'apprend rien de nouveau. On connaît Trump de 2016 à 2020. On le connaît peut-être un peu plus apaisé et plus sérieux depuis 2024. Mais oui, ça fait partie de son art du deal, de négociation. Une méthode qui est complètement différente avec ce que les diplomates ou anciens ambassadeurs vous diront ici ou là. Mais espérons qu'elle aboutisse, puisque les négociations reprennent demain. Et l'objectif, c'est quand même que ce cessez-le-feu soit permanent et qu'il puisse, encore une fois, permettre le déblocage du détroit d'Ormuz. La méthode, Gallagher Fenwick ? C'est celle du rapport de force, mais les Iraniens le jouent également, ce rapport de force. C'est-à-dire que les Américains, et on voyait à l'instant sur Marine Traffic le Tuska, qui est un navire iranien sous sanction de la part du Trésor américain, qui sur une trentaine de milles nautiques essaye, vous voyez, de contourner le blocus américain pour emprunter le golfe d'Oman afin, juste en haut à gauche de votre écran, de passer le détroit d'Ormuz. Les Américains l'ont bloqué, l'ont même tiré sur la salle des machines. Et à l'inverse, les Iraniens sont à nouveau en train de bloquer tous les navires qui essayent, à part les leurs bien évidemment, de sortir du détroit d'Ormuz. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette histoire, si vous voulez, c'est l'attitude des deux belligérants. Les Américains se comportent comme si la guerre n'avait pas eu lieu. Les Iraniens se comportent comme s'ils l'avaient emportée. Et dans cet espace, en fait, qui sépare la perception que les deux belligérants ont du champ de bataille, on voit, en fait, l'immense delta qu'il va falloir combler, alors même que le deuxième round n'a pas encore commencé, même si, ça c'est intéressant, l'autre lieu, et ça a été dit à Guettet, c'est Islamabad qui, pour l'instant, semble effectivement se préparer à accueillir tout le monde, avec 10 000 policiers déployés, des snipers installés en haut des bâtiments, un périmètre de sécurité établi. Maintenant, est-ce que les uns et les autres vont se présenter ? Et des inconnus, on y viendra tout à l'heure, selon certaines sources, les Iraniens doutent si vraiment c'est une réunion pour discuter ou si c'est un stratagème
stratagème pour tirer attaquer à nouveau. Juste avant. On verra, on y revient dans quelques instants, puisqu'il y a d'autres déclarations et indiscrétions dans la presse américaine. Mais restons un instant vraiment sur le mode opératoire. Il y a notamment les militaires qui sont là. Regardez, Xavier Titelman, il est tellement militarisé qu'il a même sa médaille de combattant ukrainien à la... Voilà, c'est là. Expliquez-nous exactement ce qui s'est passé. Restons un instant d'abord sur les images. L'USS Prudence, c'est le navire qui a tiré et le navire qui a reçu le coup, le Tuska. Voilà, ça c'est le navire qui tire. Avec quels moyens apparemment ça s'est passé ? Alors, en l'occurrence, là, on a vu un tir de missile. Évidemment, s'ils avaient tiré un missile anti-navire sur le bateau civil, on n'en parlerait pas, il serait coulé. Voilà, donc, ce navire qui est gigantesque, vous voyez, ce bateau sport, a priori, il était vide. Quand il est rempli, il est beaucoup plus lourd, donc il va être sous l'eau. La salle des machines, elle doit se trouver sous le niveau de flottaison. Vous voyez, quand il est rempli, on voit quasiment pas le rouge. Tandis que quand il est vide, il est plus haut. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent tirer relativement bas, toucher les machines pour pouvoir éviter. Et quand je dis tirer, c'est avec les canons. Quand on voit sur l'USS Prudence, comme tous les croiseurs et toutes les frégates, il y a des gros canons. Je connais pas le calibre aux États-Unis, mais en gros, ça permet de traverser n'importe quel type de tôle, sachant évidemment, vous voyez, on voit beaucoup plus de rouge quand le cargo est vide, et donc ça permet de taper bas. Et en l'occurrence, comme il n'est pas blindé, qu'il a aucun moyen de se protéger, ça l'a arrêté. Faites-nous le commentaire. On va prendre mot à mot le tweet de Trump, puisque c'est lui qui raconte son histoire. C'est comme Jules César qui parle de lui à troisième personne. Il raconte ça. Il est déjà dans le récit de la guerre des Gaules. Aujourd'hui, un cargo battant pavillon iranien, le Tuska, long de près de 275 mètres, regardons l'image du bateau, pesant presque autant qu'un porte-avions, c'est vrai ça ? Oui, pas le moins. Enfin, chargé, j'imagine. Le porte-avions, ils font à peu près 330 mètres, les porte-avions, genre Nilcon, Bush, etc. Donc, il fait un petit peu moins, mais s'il a 275 mètres, ça fait déjà une belle bête. Hein. Oui, c'est un très gros porte-conteneur, effectivement. Avec le danger, si on touche la salle des machines, c'est qu'après, il dérive. Et que, voilà, parce qu'après, il faut quand même avoir les remorqueurs pour pouvoir la marée correctement. Sinon, il dérive dans le détroit, il peut faire à la fois une marée noire, ou alors il peut aller s'échouer quelque part en provoquant des dégâts considérables. On voit, c'est impressionnant l'image. Chargé et déchargé, hein, c'est le même bateau, qu'on comprenne bien. Hein. Oui, absolument. Je crois que c'est l'avant-dernière génération de porte-conteneurs, donc ils font 275 mètres de long. La nouvelle génération, c'est plutôt jusqu'à 400 mètres, parce qu'en fait, avec l'augmentation du prix de l'énergie, l'idée c'est de massifier, comme on dit dans le transit, le transport pour essayer de limiter un peu les coûts, éventuellement en mettant du GNL. Mais donc là, effectivement, c'est un bateau de cette génération-là. Et Trump a précisé que après qu'il y a eu un trou, c'est comme ça qu'il dit, percer un trou dans la salle des machines, ce sont les Marines qui ont pris le contrôle du navire. Xavier. Alors après, la deuxième phase, effectivement, c'est une fois que le navire est arrêté. C'est une action de vive force, c'est-à-dire qu'ils vont arriver soit avec des commandos qui vont mettre des échelles et qui vont escalader. Je crois que c'est des navires qui sont relativement hauts, c'est plutôt quelque chose qu'on peut faire sur un vraquier ou des bateaux de pêche par exemple. Et la deuxième possibilité, c'est d'arriver avec des hélicoptères. Les hélicoptères, ils arrivent sur le dessus, ils vont aller particulièrement dans ce qu'on appelle la passerelle, qui est le poste de commandement, hein, le poste de pilotage du navire. En l'occurrence, si le navire n'était plus en mesure de bouger, déjà, ça permet simplement de communiquer, de prendre la passerelle de communication, d'empêcher les Iraniens de continuer à avertir ce qui est en train de se passer. Quand on est à bord, il domine. Et là, effectivement, la deuxième question, c'est est-ce que ce navire est maintenant en train de dériver ? Est-ce qu'il y a des remorqueurs qui vont le récupérer ? Parce que vous voyez où est-ce qu'on se trouve ? On se trouve quand même à 2 pas de l'Iran. On reviendra à son parcours et Quentin Briand, notre chef d'édition, qui est un maître de ce genre de choses, il est en train de suivre le marine traffic très exactement. On est en train de suivre le Tuska mètre à mètre. Mais restons dans le récit que fait Trump lui-même. Il dit d'abord il y a eu un coup de semonce, c'est-à-dire ils se sont comportés en gentlemen, si j'ose dire. Ben oui, ça vous fait sourire. Regardez. Oui. Dans une guerre où on a lancé des bombes pendant 6 semaines et des missiles, le gentleman, ça me paraît pas être c'est un peu forcé. C'est un petit peu forcé. Vous avez sans doute raison. Voilà. Tout au plus, ont-ils respecté un certain nombre de normes et de conditions. Donc, notre destroyer lance-missile a intercepté le Tuska dans le golfe de Mans et lui a donné un avertissement clair. S'arrêter. Quelle a été la nature de l'avertissement ? On avance pas à pas pour bien comprendre ce qui s'est passé, parce que là, on est dans une gradation, puisqu'on verra que plus tard, Trump menace même de faire une sorte de blocus mondial. Pour l'instant, on est à l'échelle mer de Man. Le pas suivant, c'est le monde. Oui, souvenez-vous, le bâtiment indien à qui on a donné l'ordre de faire demi-tour. Les Iraniens disent faites demi-tour, etc. On a entendu ça clairement. Bon, clairement, à la radio, on prend contact sur la fréquence agréée, où on peut prendre contact avec
avec eux, qui est connue, c'est une fréquence publique, et sur laquelle on lui dit vous êtes en train de traverser un dispositif interdit, vous faites demi-tour, on vous tire dessus. Donc après, il y a sans doute le coup de semonce, et puis comme il n'obtempère pas, eh bien, poum, le coup au but pour les arrêter sur place. Voilà, donc, et puis on en est là ce soir. Votre poum fait sourire Xavier Titelman. Vous Très très bien fait. vous êtes très bon bruiteur, général. Ouais, j'aurais dû faire bruiteur dans une autre. Moi, je me demande pourquoi il est sorti vide. Pourquoi est-ce qu'il était vide? Certainement qu'il revenait vers l'Iran. Il revenait vers l'Iran ou est-ce qu'ils se sont dit après tout on va faire un Je ne sais test? pas de quel Oui, c'est important. Est-ce qu'il était en train de quitter ou est-ce qu'il rentrait? Mais il quittait. Il rentrait, puisque regardez, il va du sud vers le. Enfin, c'est pas si net. Ah oui, c'est ça. Si, C'est il y ça. a une progression en direction du détroit d'Ormuz, donc il est intercepté. Vous avez raison. Les bateaux américains doivent être disposés, justement, ça nous renseigne sur la géolocalisation de ce blocus américain, parce qu'il y avait une certaine incertitude sur l'endroit où est-ce que les navires américains se situent exactement. Il y a le tir de semonce, mais ça, il y a quand même de fortes chances pour que ce soit coordonné avec les autorités iraniennes. Et pareillement, de l'autre côté, chacun teste le dispositif de l'autre, et puis ensuite va évidemment communiquer. Vous imaginez bien que s'il était passé, les Iraniens ne se seraient pas privés de dire que le blocus américain est une passoire et qu'en réalité, ils se rendent à Islamabad tranquillement parce qu'ils ont obtenu gain de cause. Et pour compléter ce que dit Gallagher, toujours à partir des données du site Marine Traffic, ce porte-conteneur serait parti de Malaisie le 12 avril dernier. Donc effectivement, il voulait rentrer dans le détroit. Je continue à lire Donald Trump. L'équipage iranien a refusé d'obtempérer et notre navire a donc stoppé net sa progression en perçant une brèche dans la salle des machines. Le navire est actuellement sous la garde des marines américains. Qu'est-ce que ça signifie? Regardez le Marine Traffic où on voit exactement le Tuska qui est exactement sur sa position là, à la seconde où nous parlons. Donc quand on dit qu'il est maintenant sous la garde des marines, ça veut dire quoi quand Ça veut dire qu'ils sont à bord. Ils sont à bord. Ils sont à bord, ils maîtrisent l'affaire, mais s'il peut plus se déplacer, le problème est réglé. Ça veut dire qu'ils maîtrisent l'équipage. Donc il y a le problème du statut juridique de l'équipage. Donc d'après vous, il y a eu un abordage. Ah ben il y a un abordage. Oui. Ça me paraît une évidence. Mais ensuite, comme on l'a déjà dit, ils doivent s'assurer que ce bâtiment ne va pas dériver pour aller heurter quoi que ce soit ou faire une marée noire. Je veux dire, un bâtiment de cette ampleur-là, j'espère qu'ils ont prévu les remorqueurs pour le tracter, le véhiculer vers un port à l'abri du détroit. Parce que là, vraisemblablement, il y a des courants. Dans tous les détroits, il y a des courants. C'est des endroits où la mer se rétrécit. Il y a vraisemblablement des courants assez Et on est dans un point de tension très important. Hein. Je vous lis. Aurélie Delmour, qui pilote cette émission, m'envoie aussi les réactions iraniennes. Récit de l'agence de presse semi-officielle mère des forces terroristes américaines, je cite évidemment, se sont déployées dans les eaux entourant la mer d'Oman et ont ouvert le feu sur un navire marchand iranien pour le contraindre à retourner dans les eaux territoriales iraniennes. Toutefois, grâce à la présence opportune et à la réaction rapide des unités navales des gardiens de la Révolution, en soutien au navire iranien, les Américains ont été contraints de battre en retraite et de fuir la zone. On verra ce qui est vrai ou non dans cette affaire. Quoi qu'il en soit, on est là entré dans une sorte de bataille navale. Elle a lieu sous nos yeux en direct. Je rappelle, là, c'est l'image en direct du Marine Traffic. Mais en fait, on est encore dans la trêve. C'est pas encore le combat de haute intensité. Une trêve bien armée. Oui, mais on est dans l'entre-deux où tout peut basculer, ou bien ça va rester sous contrôle parce qu'ils veulent absolument se retrouver à Islamabad demain ou après-demain. Donc on va le savoir, mais on est à un point de bascule. Dans tous les cas de figure, il faut observer. La bataille navale à laquelle vous faites référence, elle n'est pas très loin de se matérialiser, Darius, parce qu'en réalité, ce qui se passe pour l'instant, c'est que de part et d'autre, c'est navires militaires contre navires civils. Donc des navires iraniens empêchant des navires internationaux de traverser le détroit, et de l'autre côté, des navires militaires, des bâtiments de guerre américains empêchant des navires civils iraniens de traverser le détroit. Ces deux belligérants ne sont pas si loin que ça. Ils sont à quelques dizaines, peut-être à quelques centaines de milles nautiques les uns des autres. Donc on n'est pas encore sur une bataille navale, mais petit à petit, effectivement, on peut éventuellement s'en rapprocher. Moi, je parlerais d'une riposte graduée. C'est-à-dire que et c'est un peu le même scénario que pour le blocage. Les Iraniens disent « je bloque le détroit d'Ormuz ». Ok, dit Trump, tu bloques le détroit d'Ormuz, moi je bloque l'entrée du détroit d'Ormuz. Les Iraniens disent « on tire sur des navires indiens ». Bon, puisque c'est comme ça, moi je tire sur un navire iranien, dit Trump. Comme si, avant ce qui pourrait être une nouvelle phase de négociation, aucun des deux ne voulait sembler prendre le désavantage ou être en situation d'infériorité sur le terrain, en l'occurrence sur la mer. Est-ce qu'on risque de voir cette bataille que je décrivais à l'instant, parce qu'il faut bien comprendre que les Américains ont éliminé
probablement la totalité des bâtiments de guerre iraniens. Donc les Iraniens, qu'est-ce qui reste à leur disposition? Ces fameux Zulfikar, les petits navires, donc ils pourraient, y compris dans le champ maritime, se retrouver confrontés à la situation de l'asymétrie, où ils seraient attaqués par des drones de surface, des drones sous-marins ou des petits navires qui viendraient effectivement harceler d'énormes navires de guerre américains. Comment se passe l'abordage? Parce que là, quand on voit la hauteur de la coque c'est pas comme dans les images qu'on a, où on voit des abordages. Alors il y a Zodiac versus navire comme ça. Là, on est vraiment, c'est plus haut que le Titanic, ça j'imagine. Potentiellement en hélicoptère. Après, ils ont des grappins avec des lance-grappins qui permettent de s'accrocher sur la rambarde et il y a des petites voilà, en l'occurrence, je pense avec un grappin, on peut monter sur un navire comme le Tuska. Bien sûr, les pirates du côté de la Corne de l'Afrique, là, où on a fait l'opération Atalante, sont capables de monter sur des containers comme ça, alors qu'ils arrivent sur des barcasses en bois. Mais là, véritablement, la solution la plus simple, c'est vraisemblablement l'hélicoptère. C'est-à-dire, au-dessus, on met une corde, ils descendent dessus, ils ne sont pas armés, ils se font pas tirer dessus. Donc, ça me paraît beaucoup plus simple que de faire 20 mètres de montée d'escalade sur une échelle. Et donc, très vraisemblablement, on aura les images, parce que les Américains vont sans doute pas se priver. Oui, regardez la guerre, c'est lui qui a ça. À mon avis, ils ont la caméra là sur le front, et on aura les images très vraisemblablement peut-être dans les instants qui viennent. Ils vont le fouiller, le navire, c'est ce qu'annonce Donald Trump. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, probablement pas grand-chose, enfin j'en sais rien, mais effectivement, ils vont communiquer pour montrer que, voilà, encore une fois, le blocus, puisqu'il y a un contre-récit, vous l'avez livré par le biais d'une des agences d'État iranienne, donc ils vont vouloir documenter cette prise de contrôle de ce navire et diffuser, comme ils ont pu le faire par le passé, quand ils l'ont fait sur des navires russes. Rappelez-vous, ils avaient très largement communiqué là-dessus. Est-ce que c'est bien organisé? Alors tout à l'heure sur ce plateau, Thierry Breton, qui n'est pas suspect d'être partisan de manière ou d'une autre, disait, il faut avouer, si c'était pas des circonstances guerrières et un peu tragiques évidemment, il y a un côté jeu d'échecs assez bien joué, à la fois des Iraniens et des Américains, de Trump et de qui dirige, diront, on sait pas très bien qui dirige ce gardien de la révolution, mais c'est un jeu d'échecs brutal, mais c'est un jeu d'échecs. Pour un président qu'on a critiqué pendant longtemps, à savoir que cette mission n'était pas réfléchie. Et il faudrait une caméra sur le général Richoux, parce que quand vous parlez, il y aurait... Mais il fait sourire, donc ça va. Non, parce que ce qui me fait sourire, c'est que le détroit était ouvert et que maintenant on est en train de galérer pour le fermer, tellement il est clairvoyant, votre président. Mais je parle militaire, comme vous êtes là, on est sur la stratégie militaire. Arrêtez de me faire rire, il était ouvert avant février, maintenant on est en train de déployer des moyens invraisemblables à $1 milliard par jour avec l'argent des contribuables américains pour rouvrir le truc qui était ouvert. Donc c'est quand même un grand succès. Bravo, mais vous pouvez reconnaître en tant que militaire que vous êtes, il y a une belle stratégie derrière, que encore une fois on a dit mais elle n'existait pas, ou il y va aux yeux fermés, et là concrètement on découvre qu'il y a une bataille navale, une stratégie derrière. Est-ce que cette stratégie va payer? C'est toute la question, parce que est-ce que Trump n'est pas capable, il l'a menacé de relancer la machine de guerre à partir de demain, ou en même temps que les négociations réouvrent à Islamabad. Mais une chose est sûre, c'est que là on y est. Chacun teste les limites de l'autre pour voir qui est le premier qui va tomber. Mais ça veut dire, quand vous êtes un peu ironique, vous pensez qu'il y a une part de théâtre là-dedans? Ah oui, il y a une part de théâtre. Il y a une part de théâtre, et puis il y a une part de ce que vous disiez, c'est un espèce de poker menteur. Chacun montre qu'il maîtrise le détroit, en fait. Donc, qui le maîtrise le plus. Donc, effectivement, il y a une surenchère. Et ça, il faut le remettre dans le cadre de la négociation politique qui va se mettre en place. C'est-à-dire que chacun doit persuader l'autre qu'il ne cédera pas, et que le maître des trois, celui avec quand même la géographie qui parle en faveur des Iraniens, bien entendu. Il faut éviter de trop tirer, parce qu'il peut toujours y avoir une balle perdue, mais pour le reste, le raisonnement des bateaux, ça fait partie des mesures classiques d'intimidation. D'ailleurs, les Français l'ont fait, souvenez-vous, c'était l'année dernière, il y a un bateau qui a été arraisonné, un bateau de la flotte, qu'on appelle la flotte grise russe, c'est-à-dire un bateau qui était soupçonné de contourner l'embargo sur les exportations d'hydrocarbures russes, et la marine française avait arraisonné le bateau, l'avait ramené dans un port, et après, je dois dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. La France n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Est-ce que l'armateur a eu le droit de faire repartir le bateau? Ils ont payé une amende, je crois, ils sont repartis. Ouais. Si mon souvenir est bon. Le premier qu'ils avaient arraisonné, le capitaine a été convoqué au tribunal. Ça avait fait rire tout le monde. Et le deuxième, il avait payé une amende de très élevée de plusieurs millions d'euros lorsqu'il avait été dérouté sur Fos-sur-Mer, me semble-t-il. À l'iranienne. Oui, absolument.
Non, effectivement, et les Russes, en l'occurrence, faut savoir qu'à chaque fois que vous avez un bateau qui est immobilisé, c'est $100 000 par jour d'immobilisation. Et en l'occurrence, on n'avait pas fait juste une interpellation parce qu'on savait qu'ils transportaient du pétrole russe, c'est parce que on s'interdit justement de faire des actions de vive force de cette manière-là. C'est uniquement si le navire contrevient au droit maritime international. Il avait un faux pavillon et pas simplement un pavillon de complaisance. Et donc, logiquement, c'était la raison pour laquelle on avait pu l'aborder à ce moment-là. Vous parlez de poker menteur. Il va évidemment dans les deux sens. On vit des heures de suspense puisque théoriquement, ce lundi, à Islamabad, se rencontreront des Iraniens et des Américains. Personne ne sait très bien qui sera finalement dans les délégations. Il y a encore un peu de flottement sur le sujet. Et surtout, c'est Axios qui le rapporte. Les Iraniens pensent que tout ça est peut-être un vaste stratagème pour organiser en réalité une attaque. Et c'est une chose que vous avez dite souvent sur ce plateau. Trump a déjà fait le coup. Quand même. 2 fois. En juin, ils étaient en train de négocier, il a attaqué. Genève. Et à Genève, et là aussi, le 28 février. Donc c'est vraiment quelque chose, il est coutumier du fait. Mais moi je pense que, en tout cas, vous avez raison quelque part. Tous les stratèges, dans l'école de stratégie, on apprend que le détroit d'Ormuz, c'est le cas d'école. Donc c'est drôle, c'est quand même drôle que Trump n'avait jamais, ça m'étonne pas, il n'est pas dans la stratégie, mais enfin, il n'avait jamais entendu parler de ce problème. Mais maintenant, je pense que le blocus qu'il a fait est c'est un masterpiece quand même, parce que là, du coup, ça bloque, et les Iraniens sont exsangues, parce qu'économiquement, ils sont exsangues, ils ont besoin de faire passer leurs denrées, surtout les grains. Ils n'ont pas du tout de grains, ils exportent tout. Et donc, franchement, ça c'était quand même un bon coup. Est-ce que la méfiance est justifiée ? Vous savez ce que je crois que c'est Mérimée qui avait dans la bague dans le chaton de sa bague. Souviens-toi de te méfier. Personne ne se méfie assez. Et d'abord, on disait souvent c'est les Iraniens qui sont des maîtres de la dissimulation. Là, c'est Trump qui a été 2 fois très bon dissimulateur. C'est lui qui a réussi à cacher le fait qu'en fait que pendant qu'il parlait de discuter, il attaquait. Je sais pas, Darius, vous ferez confiance aux Perses, vous ? Non. Aux Iraniens ? Non, mais je ferai confiance à aucun négociateur dans des circonstances comme ça. Ils font la guerre, Ils font la guerre, donc la guerre, c'est la guerre. Donc effectivement, là, on le disait avec Egwene, moi je pense que sur le détroit d'Ormuz, il y a deux sujets intéressants. D'abord, c'est l'arroseur arrosé. Ils ont pensé que c'était l'arme nucléaire, les Iraniens. Et on voit que Trump prend le dessus, quoi qu'il arrive, sur ce détroit d'Ormuz. Et la deuxième des choses, c'est qu'on oublie où est l'uranium. Pour moi, tout ça, ce sont des leurres, alors qu'il se passe des choses sur Terre, le territoire iranien, dont on nous donne des informations au compte-gouttes sur le fameux 450 kilos d'uranium, dont on ne sait toujours pas précisément où il se trouve, et ce que veut en faire concrètement l'Iran. Donc tout ça, ça sera à poser sur la table de négociation demain, si tant est qu'il y ait négociation, ou négociation, en même temps, les attaques, ce deuxième round des Américains. Je pense qu'il ne faut pas insulter le futur, et c'est cliché, mais l'histoire est quand même très très loin d'être terminée, et avec chaque heure qui passe, elle devient de plus en plus complexe. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que le blocus imposé par les Américains, il a un impact très réel sur la vie des Iraniens et des Iraniennes. L'Iran est un pays dont les exportations dépendent à 90% du commerce maritime. Ils exportent 10 à 12 millions de tonnes de blé par an. Ils exportent une vaste majorité, sinon la quasi-totalité, du matériel médical et des médicaments dont ils ont besoin pour leur population. Ils importent 10 à 15% du pétrole qui est utilisé par les Iraniens, parce que même si c'est les deuxièmes réserves prouvées au monde, ils n'ont pas les capacités de raffinage suffisantes pour pouvoir produire eux-mêmes le pétrole qui est consommé par les habitants. Donc il y a un impact, mais maintenant, dans ce champ économique, les Américains, eux, ils sont face à un gallon d'essence qui a passé la barre des $4, par endroit $5. Donc dans cette situation d'attrition économique, c'est pas certain que ce soit les Iraniens qui lâchent en premier, surtout que ce régime a quand même montré de manière très sanguinaire dans un passé très récent qu'il fait assez peu de cas des priorités et des préoccupations de sa population. Et ce soir, Trump manie un très gros bâton en termes de menaces, c'est la possibilité d'exercer un blocus, plus seulement cette fois dans les ports iraniens le long du détroit d'Ormuz, mais dans le monde entier. Ce serait un blocus mondial contre tous les transports, c'est-à-dire après s'être attaqué à ce Tuska, il s'agirait de tous les navires sur toutes les mers du globe. Et la menace est extrêmement explicite en la manière. Est-ce qu'il en a les moyens ? Et par quels moyens ce serait pour que dès demain ou dans les prochaines heures, Trump dise allez, tac, moi je décide que tout le commerce mondial lié à l'Iran est terminé. Xavier ?
Comment ils feraient ? Alors en l'occurrence, les navires iraniens, on les repère parce que c'est des navires civils, encore une fois. Donc les navires civils, ils voguent dans les eaux internationales, ils partagent leur position, les militaires les ont, les civils les ont, on peut les suivre partout. La marine américaine, il y a un moment, il y avait le concept de 1000 Ship Navy en incluant leurs alliés, mais même eux tout seuls, ils ont des centaines et des centaines de navires, ils ont des flottes dédiées à l'Atlantique Nord, à l'Atlantique Sud, au Pacifique, à l'Indien, ils ont tout ce qu'ils veulent partout. Donc en l'occurrence, je pense que n'importe quel navire où qu'il se trouve aujourd'hui, il est toujours à 1 ou 2 jours de mer de pouvoir intercepter un navire iranien. C'est actionnable là maintenant. Trump l'a fait avec des bateaux russes qui revenaient du Venezuela quand ça l'arrangeait, même si le bateau était de nationalité russe, les Russes étaient à côté, ils n'ont pas osé dire quoi que ce soit. Quand les Américains décident, ils font ce qu'ils veulent. Non, j'y crois pas une seconde, même pour la marine américaine. Là, on est clairement dans le schéma de l'hyperextension stratégique. C'est-à-dire, même quand on a 1000 milliards de dollars d'aller chercher des navires iraniens, de les aborder comme le Tuskar. Dans le monde entier. Dans le monde entier, c'est une grosse manœuvre à chaque fois. Il faut les récupérer, les navires. Enfin, ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de distiller comme ça, parce que c'est l'info du Wall Street Journal, et il y en a d'autres depuis qu'ils sont sortis, tout un tas de scénarios pour, encore une fois, faire planer le spectre de l'asphyxie économique de l'Iran, parce qu'ils ne sont pas parvenus à leur fin dans le champ militaire. Donc ils sont en train d'accroître la pression psychologique dans le domaine économique en disant regardez tout ce qu'on a à notre disposition, tout ce qu'on pourrait faire. Mais franchement, je pense pas que ce soit... Là, on est dans une salle de briefing de la Maison-Blanche parce qu'on a le général Titelman qui dit Monsieur le Président, on peut le faire tout de suite. Alors, le général Fenwick qui a l'air beaucoup plus sceptique. Je sais pas si ça dépend à quoi on s'autorise. Si, effectivement, il faut faire un abordage propre à chaque fois. C'est très compliqué. S'il s'autorise à tirer sur les navires, il suffit d'avoir un MQ-9 Reaper. Il vole pendant 12 heures, il va striker, il revient, c'est relativement facile. Je prends tous les avis, c'est-à-dire le général Roquette et attendez, le général Richoud. L'euro-général Richoud. Bien sûr. Non, paralyser toute la flotte iranienne, ça me paraît très compliqué. Faire des coups spectaculaires à des endroits particuliers, bien entendu, ils savent faire. Mais ils ne sont pas partout dans le monde, sur toutes les mers du monde actuellement. C'est absolument impossible. Donc, vraisemblablement, s'ils le disent, ils sont capables d'aller dans les détroits, par exemple, et de choper les endroits en mer de Chine, ou bien du côté du Bab el-Mandeb, ou bien à l'entrée de la Méditerranée, par exemple, que sais-je. Mais de dire qu'ils vont arraisonner toute la flotte iranienne partout dans le monde, sur tous les océans, ça, c'est pas possible à faire. Guillaume. L'outil majeur des États-Unis d'Amérique, c'est l'extraterritorialité économique. C'est-à-dire que comme ils sont la puissance économique dominante, comme ils ont le dollar, ils peuvent frapper économiquement, commercialement, et même financièrement, des entreprises qui seraient les clientes de ces cargos iraniens, des ports, des administrations portuaires qui accueilleraient ce genre de bateaux. Dans le passé, les Américains avaient déjà organisé des campagnes d'embargo contre l'Iran. Toutes les entreprises du monde qui contournaient cet embargo étaient sanctionnées, y compris la plus grande banque française, en l'occurrence la BNP, qui avait dû payer 8 milliards de dollars à la justice américaine parce qu'ils avaient contourné l'embargo sur l'Iran. Alors, rien n'obligeait les Français à payer cette amende, sauf que s'ils la payaient pas, ils pouvaient plus faire de business avec les États-Unis ou dans la zone dollar, ce qui était quand même un peu compliqué. Oui, là on comprend effectivement que les Américains n'en ont rien à faire, c'est-à-dire pour le meilleur ou pour le pire, chacun est juge. Ils ont quoi, 800 bases dans le monde, plus certains 800, je ne sais pas combien. Il y a l'officiel et l'officieux. Donc l'officiel, c'est, je crois, un peu moins d'une centaine, quelque chose comme ça. L'officieux, effectivement, ça se compte. Alors c'est pas 800, mais c'est en centaines. Isaac Barchicha, est-ce que vous nous prenez pour des colonisés? Effectivement, certaines voix s'élèvent pour dire mais attendez, comment les mers du monde entier vous appartiennent? Je sais pas, il y a eu une réunion à l'Elysée vendredi, non? Des pays non belligérants ont pris des décisions et on n'a pas forcément entendu la suite que cela donnerait. C'est beaucoup de déclarations dans le vent, comme d'habitude, mais il n'y a pas forcément d'envie d'aller parler avec Trump et de collaborer avec Trump pour remettre un peu d'équilibre sur ce détroit et au-delà de ça. Donc quand on est amis, et Trump l'a redit avec sa façon de s'exprimer, on se parle, on essaie de trouver des solutions et j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les Européens sont prêts à discuter avec Trump. Ah oui, quand on a foutu le feu à la maison, on assume. Hein? Donc on laisse les Américains finir le job. C'est assez simple. Donc on laisse les Américains finir le job. Bien entendu. Est-ce que vous pouvez me dire si la flotte intervient dans le détroit d'Ormuz, est-ce qu'on libère le détroit d'Ormuz?
Ah, je moi je vous dis non. Je vous dis non. Les pays qui se sont... Pas plus que les États-Unis ne sont capables de libérer les détroits d'Ormuz, sinon ils l'auraient déjà fait de vive force pour montrer qu'ils étaient la plus grande puissance, mais ils l'ont même pas fait. Alors... Et vous rajoutez le porte-avions Charles de Gaulle, je peux vous assurer qu'on ne rend pas on peut à la limite se saisir d'une partie des détroits d'Ormuz. On ne rend pas la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz, même avec la flotte française et une partie de la flotte européenne. C'est-à-dire que le merdier, parce que j'appelle ça un merdier dans lequel Donald Trump nous a mis depuis février, eh bien, il va rester, sauf la seule solution d'en sortir, c'est la négociation. Voilà, et c'est ce qu'il est en train de faire. Je vois qu'il est en train de revenir à la raison, et je l'en félicite. Alors, je lui transmettrai, mais si vous aviez lu aussi ce qui s'est passé vendredi, l'objectif des pays, notamment européens, qui se sont rencontrés à Paris, c'était le détroit d'Ormuz doit revenir à un fonctionnement normal. Donc la question que vous m'avez posée, si les Européens s'engageaient à leur façon pour sécuriser aux côtés des Américains, encore une fois à leur façon. Après un cessez-le-feu. Il y a un cessez-le-feu en ce moment. Non. Il y a un cessez-le-feu. Ils se tirent dessus, donc c'est pas un cessez-le-feu. Il y a des violations du cessez-le-feu comme il peut y avoir souvent dans les cessez-le-feu, mais si les Européens et d'autres pays s'engageaient autour de Trump à leur façon, déjà pour défendre leur intérêt économique, comme l'a fait éventuellement la France, je suppose, pour essayer de tenter de faire passer le CMA-CGM au travers de ce détroit d'Ormuz, je pense que le détroit d'Ormuz pourrait être libéré et que les Iraniens verraient que c'est pas uniquement un problème avec les Américains, c'est un problème avec le monde entier et que faire du racket mondial n'est plus possible. Eh bien, la confiance, malheureusement, est perdue avec les Américains et j'ai le regret de le dire, moi qui suis plutôt un atlantiste et je l'ai été toute ma carrière, je dis aujourd'hui, la confiance n'existe plus et on ne part pas à la guerre avec quelqu'un avec lequel on n'a pas confiance. C'est assez simple, en fait, à comprendre. De nous lâcher, il nous aurait envoyé à sa place parce que c'est un guêpier. Il n'était pas encore arrivé à faire son blocus parce qu'il n'avait pas encore eu l'idée, il n'avait pas l'intention. Tout d'un coup, il voulait qu'on aille à sa place. Et après, il serait parti. Les pays du Golfe aussi, ils ont encaissé des coups, ils n'ont pas riposté parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le conflit en se disant que Trump ou que l'Amérique va les lâcher. Est-ce que vous prenez le propos du général Richoux, général, disons, le langage vert, qui dit le merdier, je vous cite. Le merdier, pour le coup, on peut dire. Pour ça, comme on voudra, mais autant être clair, le merdier a été créé par Trump. Vous nous avez rejoint, Sophie Amara, vous le pensez aussi ? Bonsoir, évidemment. Et plus encore, n'est-ce pas, Guillaume dit ça alors, comme si... non, mais les faits sont là. Quand ils sont là, on les décrit. Et si on n'a pas changé d'avis du lundi au vendredi... Voilà, c'est une opinion quand même, attendez. Non, c'est pas une opinion. Non, on n'a pas d'opinion. On n'a pas d'opinion. On est très conscient... Oui, merci beaucoup, Isaac. On est très conscient du fait que c'est grave parce que c'est la première puissance au monde et parce que ça a entraîné mort d'homme. Mais effectivement, aujourd'hui, qui pourrait se plaindre si le détroit d'Ormuz était réouvert ? Alors aller se jeter sur tous les navires ou les bâtiments iraniens à travers la planète ou à travers les océans, alors qu'on n'arrive même pas à les bloquer là où ils sont. C'est pour faire pression sur l'Iran, oui. Ça. Mais ça ne marche pas. C'est pas comme ça qu'il marche et on n'arrive pas à réouvrir le détroit d'Ormuz. En tout cas, aujourd'hui, tout cela, ça semble être des gesticulations pour préparer les négociations. La grande question est la suivante: oui ou non, y aura-t-il cette fameuse rencontre, ce deuxième round de négociations? Tout ça, et même ceux qui sont proches des Iraniens le disent, on montre les muscles, on essaye de sortir le maximum de cartes et de prouver qu'on est, côté iranien, qu'on a une capacité de nuisance, parce que c'est dans ces termes-là que ça se pose, et côté américain qu'on a des éléments de force. Si je peux me permettre, sans parler, et évidemment tous les précédents, ou déjà précédemment, les guerres de la Révolution, on semait le désordre, on peut pas dire que dans la région c'était la paix et le bonheur avant que les États-Unis débarquent. Disons, là il y a un peu d'exagération, non ? Non, moi je serais moins affirmatif que ma chère consoeur, parce que je pense que c'est difficile de dire au milieu d'une guerre qui finalement a eu raison de la déclencher, c'est-à-dire qui va l'emporter, parce que c'est ça l'objectif. Non, on ne le dit pas, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne le sait pas. Alors on dit mais les Américains respectent pas les règles. Mais en l'occurrence, qui a commencé à bloquer le détroit d'Ormuz ? Ce sont les Iraniens. Or, ce détroit, ce sont des eaux internationales, donc ils n'avaient pas le droit de le faire. De la même façon, c'est eux qui ont tiré dans tous les pays de la région pour riposter contre les Américains. Donc oui, pour l'instant, c'est un merdier. Ça, c'est absolument indéniable. Mais la question, c'est est-ce que c'est un merdier transitoire ou est-ce que c'est un merdier durable ? Et il me semble que c'est encore un peu tôt pour le dire. Je me réjouis de lire votre prochaine éditoriale. Non, mais la question existentielle, elle est malheureusement sur la table depuis quelques semaines et on a beau se parler, on sera peut-être pas toujours d'accord
d'accord et c'est pas grave. Mais la question essentielle, c'est à savoir, est-ce que, encore une fois, on attend de découvrir le poteau rose, de voir qu'il y a eu une arme nucléaire lancée sur un autre pays, de voir des désastres au-delà des 45 000 ou 50 000 morts qu'il y a eu en début janvier, de voir que l'Iran insulte ses voisins depuis 47 ans, de se dire, ça y est, on est devant nous, donc il faut faire quelque chose, ou bien un titre préventif parce qu'on a suffisamment attendu, on y va. Je rappelle encore une fois, le nucléaire, ça a été démontré alors qu'au début, c'était pas très clair. Je rappelle que le Liban, le Hamas, les Houthis, tout ça, ce sont des proxys de l'Iran qui, a priori, pour l'instant, se sont neutralisés. On espère que ça tiendra. Le peuple, l'humanitaire. Et puis, souvent, on dit ici, les pays disent oui, il nous rend un grand service Trump. Ça dépend s'il gagne ou il gagne pas. Mais de manière générale, la guerre, elle pourrait aboutir que lorsqu'elle aura fini, et on décidera à ce moment-là s'il fallait réellement la faire. Est-ce que l'Iran garde une capacité? On est là dans une forme de bataille navale. L'Iran garde une certaine nombre de capacités de nuisance. Et plus que ça, regardez les images que produisent les Iraniens à l'appui des faits, puisqu'ils ont réussi à tirer, à semer un certain nombre de désordres. Et on va revenir notamment au bâtiment français qui a été visé. Voilà, ces images-là, il faut être très prudent sur est-ce que ce sont des images tournées précédemment ou non. Il y a aussi toujours le doute sur l'intelligence artificielle, mais quoi qu'il en soit, oui, l'Iran a des capacités, elle les a gardées et même elle les a peut-être régénérées. Vous pouvez mettre ça en parallèle des déclarations de personnages qui s'expriment de manière anonyme et qui appartiennent au renseignement militaire américain et qui ont parlé au New York Times et qui disent 40% des drones d'attaque sont encore en place, on les voit à l'écran. 60% des lanceurs de missiles sont encore en place. C'est énorme. Non seulement ça, attendez, les Iraniens sont en train de déterrer 10% supplémentaires. Donc une centaine de lanceurs supplémentaires qui sont en train de profiter du cessez-le-feu pour régénérer l'appareil militaire. Donc, malgré les déclarations, j'allais dire, victorieuses de Pete Hegseth et Donald Trump, l'Iran, et ça c'est pas de la propagande, ou alors c'est de la propagande, mais celle du renseignement militaire américain, aurait effectivement encore à sa disposition des moyens de nuisance absolument considérables. Thierry Breton qui nous regarde, je sais qu'il nous regarde, Thierry Breton dit, il y a 100, mais oui, il est là, vous voyez, et... On le salue. Comment ? On le salue. On salue Thierry Breton. Il dit, et les Iraniens, et il a beaucoup de sources ouvertes, non ouvertes, les Iraniens fabriquaient 100 missiles par mois. Ça paraît énorme. C'est-à-dire, malgré les bombardements qu'ils ont subis, peut-être 10 000, 15 000 bombardements, ils ont une capacité encore de créer des missiles. Oui, alors en créer, alors 100, je ne sais pas, ça me paraît beaucoup. 60, ça me paraît vraiment énorme, parce que nous, pour faire des missiles, il faut 6 mois, il faut 1 an, il faut 18 mois, des fois, ça dépend aussi de la qualité du missile. Mais on a vu que même rudimentaires, ils ont... Ils ont, ce qu'on peut dire vraisemblablement, sans se tromper, c'est qu'ils ont une capacité résiduelle assez importante de créer de refaire des missiles. Mais surtout, je pense qu'ils ont une capacité importante de faire des Shahed. Et le Shahed, c'est quelques dizaines de milliers de dollars, ça coûte pas cher, c'est pas de la haute technologie, et ils en avaient 8000 avant la guerre, il en resterait 40%, ouais, ça fait à peu près 3000, 3500. Et puis, et là, il faut se demander, la question, c'est combien en produisent-ils par semaine ou par mois? Parce qu'à mon avis, là, c'est facile à produire, ils doivent être capables de le faire, et c'est le Shahed, en fait, qui menace le détroit d'Ormuz, à la limite, bien plus que les vedettes, qui sont vulnérables, ou bien plus que les missiles. C'est véritablement le Shahed qui peut tirer sur les bâtiments facilement s'ils essayaient de forcer le blocus. La théorie de... Pardon, non. Juste une phrase pour compléter. Effectivement, parce que le Shahed, c'est d'ailleurs le Shahed qui a coûté la vie à un de nos militaires au Kurdistan irakien, pour peu qu'il l'envoie par essaim, c'est-à-dire en grand nombre, là, ça devient vraiment difficile de les intercepter. Et bizarrement, malgré la guerre en Ukraine, eh bien, le monde libre, l'Occident, l'Amérique, n'est pas encore au point pour ce qui est de la défense anti-drone. Et surtout, au-dessus du détroit d'Ormuz, il n'y a vraisemblablement pas une défense anti-aérienne comme il peut y avoir au-dessus des bases, au-dessus d'Israël, etc. Le détroit d'Ormuz, il passe des bâtiments civils, il n'y a pas de couverture anti-aérienne conséquence. Donc, un bâtiment sur lequel on tire lorsqu'il passe sur le détroit, on a une bonne chance de le toucher. Donc, mon général, excusez-moi. Puisqu'on est parti de Thierry Breton, juste très rapidement, Isaac. En fait, à chaque fois qu'il est ici le dimanche après-midi, il répète son information selon laquelle la Chine aide grandement l'Iran, notamment par le biais de la livraison de perchlorate de sodium, qui est un ingrédient essentiel à la fabrication du propergol, qui est le carburant en fait à l'état liquide ou solide, qui permet justement
à ces lanceurs d'être tirés par les Iraniens. Donc ça permet à l'Iran, effectivement, quasi souverainement, de maintenir une capacité de fabrication, et on le voit sur les images, qui se passe à des dizaines de mètres sous terre. Et donc ce qui rend à la fois la détection mais aussi la destruction extrêmement compliquée pour les forces américaines. On va prendre cette bataille navale qu'on a sous les yeux, qui est en train de se développer dans le détroit d'Ormuz et même au-delà, et Trump, dit-il, veut l'étendre peut-être au monde entier. On passe par Washington, par vous, s'il vous plaît, Mathieu Kerman. Les dernières nouvelles sur ce navire iranien qui a été visé au canon, si j'ai bien compris, par la marine de guerre américaine. Oui, absolument. C'est une annonce faite par Donald Trump dans l'après-midi ici à Washington sur son réseau social Truth. Donald Trump qui explique donc qu'un navire cargo battant pavillon iranien a donc reçu un tir de la part de la marine américaine alors qu'il tentait de franchir le blocus mis en place et ordonné par Donald Trump depuis le 12 avril dernier. Et Donald Trump qui explique que ce navire cargo très imposant de près de 274 mètres de long et quasiment aussi lourd qu'un porte-avions, a refusé de faire demi-tour après les différentes sommations de la part des Marines américains qui sont déployés en nombre dans le détroit d'Ormuz et notamment dans le golfe Persique. Donald Trump explique que c'est l'USS Spruance, un destroyer lance-missile qui a donc tiré sur ce navire cargo. Les Marines américains ont pris le contrôle de ce cargo pour examiner ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on peut parler d'une escalade aujourd'hui ici à Washington parce que c'est une première depuis le début de ce blocus, qu'un navire reçoit un tir de la marine américaine. Hier, le CENTCOM expliquait que depuis lundi dernier, 23 navires avaient tenté de franchir ce blocus, mais là, c'est bel et bien une première qu'un navire soit touché par un tir américain. Et enfin, Darius, une dernière information, il est important de noter que 3 minutes avant l'annonce de Donald Trump sur son réseau social, l'ambassadeur iranien au Pakistan s'adressait directement à Donald Trump. Vous ne pouvez pas continuer à violer le droit international et à durcir votre blocus, menacer l'Iran de nouveaux crimes de guerre, insister sur des exigences déraisonnables et multiplier les discours et prétendre poursuivre une diplomatie. Alors on attend une réaction officielle du régime iranien, mais vous le voyez déjà, cette escalade dans le détroit d'Ormuz ces dernières heures. Ne vous retournez pas, Mathieu Kerman, mais juste qu'on comprenne, parce qu'il y a la musique, donc on ne comprend pas ce qui se passe derrière vous. J'imagine c'est un petit happening politique. Retournez-vous si vous voulez, n'ayez pas peur. Non, je vais vous expliquer, Darius, ce qui se passe. C'est qu'en fait, vous savez, ici, la Maison Blanche se trouve juste en face et il y a souvent des manifestations. Le square Lafayette, qui est juste ici, est fermé pour travaux et donc il y a quelques manifestations ici. Tout à l'heure, c'était les pro-ukrainiens et si on tourne la caméra, en fait, on a le droit de se mettre uniquement ici. Eh bien, c'est une femme qui est fan, visiblement, de Jésus. Chez Jésus Saves, il y a écrit sur son drapeau et elle est là depuis plusieurs jours déjà parce que on la voit depuis que nous sommes arrivés ici à Washington avec Julie Janus, mais pas de panique, c'est pas nous qui avons mis cette musique ici pour ce duplex. Merci beaucoup Mathieu, j'espère qu'elle vous a écouté très attentivement. Et on vous retrouve évidemment plus tard dans l'émission. On a surtout retenu ce que vous dites, c'est-à-dire on est là dans un moment, et d'ailleurs on devrait voir les images dans quelques instants où il y a une gradation voulue par les Iraniens d'une part qui ont tiré sur un bateau français, on va y venir, mais d'abord qui ont tiré sur un bateau, les Américains pardon, qui ont tiré sur un bateau iranien. C'est un cap très important dans ce qu'on est en train de vivre. Non, effectivement, le CENTCOM, ça y est, a publié un communiqué qu'on trouve notamment sur X avec la vidéo de l'interception. Ils décrivent par le menu une séquence qui dure en réalité plusieurs heures, et donc ils parlent de la vitesse à laquelle circule le navire. Ils l'enjoignent de cesser ou de changer de cap. Ce dernier refuse de répondre aux ordres qui lui sont intimés. Et puis ensuite, il y a effectivement l'usage d'armes MK-45. Donc, comme le disait Xavier Titelman il y a quelques minutes, des canons, des tirs au canon, notamment dans la salle des machines, afin d'immobiliser ce navire avant d'en prendre le contrôle. Avec de grands moyens. Je ne sais pas si on peut bien s'arrêter sur l'image de ce bateau, le Spruance, qui est le bateau qui tire. Un destroyer, c'est pas une barquette, hein, c'est vraiment
un navire considérable qui est entré en action. C'est ce qu'ils ont de plus gros, à part le porte-avions finalement. Hein. Nous, on a des frégates, le destroyer, c'est encore plus gros. Le destroyer, il est très très bien équipé, il peut avoir des missiles antiaériens, il a des missiles anti-navires, il est équipé de missiles de croisière également, hein, de Tomahawk, etc. Donc ils de Tomahawk, c'est ça. Donc ils sont effectivement, ce sont des bêtes de guerre, ça. Et il y en a, je crois, 8 ou 9 dans la région, à la fois pour la force aéronavale autour du porte-avions, et puis eh bien pour pouvoir tirer sur l'Iran. Donc effectivement, là, ils sont véritablement, plus que de passer dans le détroit pour prétendre déminer, ils sont capables d'arrêter de facto n'importe quel bâtiment qui essaye de franchir de vive force. Très vaste opération qui aura duré 6 heures. Hein. Quand on entre dans le détail, on va voir dans un instant aussi ce qui se passe en sens inverse contre un bateau français, mais si on entre là dans le détail, hein, le 19 avril, les forces américaines opérant en mer d'Arabie ont imposé un blocus naval à un cargo battant pavillon iranien qui tentait de se diriger vers un port iranien. Le destroyer lance-missile américain a intercepté le Tuska alors qu'il traversait le nord de la mer d'Arabie à 17 nœuds. Qu'est-ce que ça représente, 17 nœuds? Vous avez ça en tête? Ça fait 25 km/h. Ouais, quelque chose. À peu près, je dirais. Oui, à peu près. En direction de Bandar Abbas, en Iran, les forces américaines ont émis plusieurs avertissements. Donald Trump disait un, et ont informé le navire battant pavillon iranien qu'il violait le blocus. Après 6 heures d'inaction, gentlemen, ils ont été patients. Ils ont été Gentlemen 2. Oui, 6 heures. Oui, 6 heures. C'est patience. C'est effectivement 6 heures. Donc, après 6 heures de patience, après plusieurs avertissements. 31 km/h. Combien? 31 km/h. 31 km/h, donc 17 nœuds. Et donc, Spruance ordonna l'évacuation de la salle des machines. Donc, ils auraient communiqué au bateau qu'ils allaient tirer dans la salle des machines. Donc, si c'est vrai, tout ça est pour qu'il n'y ait pas de mort. Hein. Ça, ils ne savent pas, parce que quand on tire à travers la coque, il peut y avoir des hommes dans la salle des machines, permettez-moi de vous dire. Ils ont annoncé, disent-ils, ils ont annoncé au bateau qu'il fallait quitter la salle des machines. Bien sûr, alors peut-être qu'ils ont évacué la salle des machines, mais je crois que quand on tire à travers la coque, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait comme dégâts à l'intérieur. Il neutralisa ensuite, c'est toujours l'euphémisme pour dire tirer, tuer, voilà. Il neutralisa ensuite la propulsion du Tuska en tirant plusieurs obus de canon MK45 de 127 mm du destroyer dans la salle des machines. Les marines américains de la 31e unité expéditionnaire des marines montèrent à bord du navire, donc ils sont montés, ils ont pris de vive force effectivement, qui demeure sous contrôle américain. Donc il se confirme à l'instant qu'il y a bien eu un engagement sur le pont du navire. Oui, mais de toute façon, c'est ce qui était dit. Tout cela est très très logique finalement, puisque lorsque les Iraniens ont dit « nous réouvrons le détroit à la navigation », ils s'attendaient à ce que les Américains disent « eh bien nous aussi, nous levons le blocus des ports iraniens », ce qui n'a pas été fait. Par conséquent, le détroit a été refermé par les Iraniens. Je simplifie parce qu'en fait, il était ouvert, mais c'est simplement les instructions qui avaient été données justement de ne pas passer. Et finalement, eh bien, les Américains empêchent les Iraniens de naviguer. Dans le même temps, les Iraniens empêchent les autres de naviguer. Avec l'erreur qu'il y a eu, on a vu ce pauvre marin indien qui apparemment avait reçu la permission de passer, tandis que les autres lui disaient non, il faut que tu rebrousses chemin. Et là, apparemment, c'est parce que il a été à sa radio. Ça voulait quand même dire. Ça voulait dire exactement. Il voulait passer en force. Il voulait passer exactement. Il voulait forcer le blocus. Et on va revenir tout de suite à cette opération. Simultanément, il y a le navire français qui a été visé. Et écoutez bien, un document exclusif de LCI. C'est à LCI que le président des États-Unis l'a dit. Il répondait tout à l'heure à Margot Haddad. Oui, c'est bien un bateau français qui a été visé. Et d'ailleurs, il appelle la France et Emmanuel Macron à prendre une décision, donc à réagir. Écoutez le président américain. Hello, Mr. President. This is Margot Haddad from French TV. You said that there were French boats that were targeted by the Iranians. Do you confirm that? Yeah, one boat. Do you think the French Navy should get involved? I don't know. That's up to your wonderful president. You'll have to make that decision. I don't make those decisions. Are you disappointed by the Allies on that, Mr. President? Oh, of course I am. Of course I am. It's too bad. So if you had a string, but that's all right. I've got everything under control very easily. I have to get off. Thank you very much, Mr. President. Bye.
Voilà, et tout à l'heure, l'AFP donnait des précisions. Oui, c'est bien un bateau armé par CMA-CGM, hein, c'est ça? Oui, effectivement. Donc la grande compagnie française, le grand affréteur maritime basé à Marseille. Ça ne veut pas dire pour autant d'ailleurs que le bateau bat pavillon français, parce que la majorité des navires qui sont armés par les grands armateurs européens battent pavillon d'autres pays. Il était pavillon maltais, pavillon maltais. Donc effectivement, ça confirme. Pourquoi? Parce que c'est des pays qui sont beaucoup plus souples sur la réglementation, notamment sur le droit social, sur le temps de travail, parfois aussi sur le niveau de charge sociale. Jusqu'où va cet affrontement? Là, quand on comprend petit à petit ce qui s'est passé contre ce navire iranien, où il y a eu tir au canon et opération de vive-force pour monter sur le pont. Hein. C'est ça qui s'est passé. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle un abordage, en fait. Hein. C'est un abordage de vive-force. Et donc, il n'y a pas eu de dégâts parce que c'est pas un équipage qui est armé. Donc, ils l'ont pris vraisemblablement sans coup férir. Mais enfin, ici, les coups ont eu lieu avant. Parce que si vous me dites qu'ils ont tiré au canon de 127 mm, ça commence à être du sérieux, ça. 127 mm, c'est à peu près, si vous voulez, le calibre d'un char. C'est le calibre d'un char. C'est-à-dire, vous avez tiré. Ça fait ça. Comme ça. Ça fait ça? Oui. Moi, les amis ça avait 100, nous maintenant c'est du 120. C'est du  120 mais sur le Donc attendez, c'est quoi? Ça c'est le diamètre. C'est à peu près le diamètre d'une bouche du canon. Là, je peux vous dire que c'est un bel obus. Hein. Déjà, ça commence à être du sérieux. Et donc là, visiblement, ils ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. C'est pas simplement un tir de sommation, c'est un tir d'arrêt. Voilà, clairement, un tir d'arrêt dans la salle des machines pour être sûr de faire. Et là, on tire un obus. Un tir d'un obus, oui, ça suffit, je pense. Mais ils sont loin, les bateaux sont très loin du détroit, mais même de la. Là, je ne sais pas, aucune idée de savoir les destroyers a dû se rapprocher. Regardez, parce que nous recevons maintenant l'image qui est livrée par le commandement central américain. Et ça, c'est l'image de maintenant. Hein. C'est pas une image d'illustration. C'est l'image qui est livrée à l'instant par le commandement central américain. Alors, il a l'air d'avoir une propulsion encore. Hein. Celui qu'on voit, il a un sillage derrière. Donc mais ça, c'est avant. Donc ça, c'est avant le tir. Donc on comprenne bien ce qu'on voit ici. Donc si je comprends bien, au loin, c'est le navire iranien, c'est ça. Et là, on est à bord. Enfin, le point de vue, on est à bord du Spruance. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Gallagher. Et donc ça, c'est la vidéo qui est diffusée en fait. Au cœur du communiqué du CENTCOM, dans lequel il raconte donc une séquence qui dure 6 heures, pendant laquelle des ordres sont intimés à ce navire qui va à 17 nœuds, on l'a dit tout à l'heure, ce qui est l'équivalent de 31 km/h, et selon le communiqué, se dirigeait vers le port de Bandar Abbas, donc en direction du détroit d'Ormuz. Donc il y a une progression en direction du nord-ouest. L'ordre lui a intimé de changer de cap, ou en tous les cas de s'arrêter. Il refuse cet ordre et donc au final, il y a ce tir avec cette arme MK45, donc un obus de 127 mm qui est tiré dans la salle des machines après qu'une communication a été établie pour dire à l'équipage d'évacuer la salle des machines, puisque c'est celle-ci qui aurait été visée par les Américains selon le communiqué diffusé. Et on voit qu'il y a des conteneurs, mais pas beaucoup. Hein. Mais il y a quelques conteneurs sur le pont de ce bateau-là, du Tuska. Et c'est un navire qui était sous sanction de la part du Trésor américain. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump dit on va monter à bord et on va le fouiller, c'est parce que l'un des soupçons, c'est qu'il y a peut-être de la contrebande et pourquoi pas des armes à bord du navire. C'est une possibilité, une hypothèse en tous les cas. Alors écoutez bien, prêtez bien l'oreille parce que prêtez le son, on va entendre le son parce qu'il y a le son du tir et on va voir la fumée, écoutez bien. Alors ça c'est les cornes de brume. Là il est en progression encore, hein. Oui, là on voit le tir. C'est des sommations. Et voilà, c'est là où il tire. Il tire, alors là c'est déjà les tirs à l'obus de 127 mm. Sans doute, oui. Mais il tire pas loin en fait, hein, ça paraît très loin, mais là, avec les armes modernes, on fait but à tout coup. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit Spruance à Tuska, évacuez votre salle des machines, évacuez votre salle des machines, vacate your engine room, et ensuite we're about to operate fire, nous allons ouvrir le feu. Donc il le dit, alors évidemment c'est pas à portée de voix, il le dit dans un micro. Il le dit à la radio. Il le dit à la radio, c'est ça, et c'est la radio qui est enregistrée. Il s'adresse à l'équipage du Tuska. Il s'adresse à la passerelle, si vous voulez, au commandant du navire qui a dû retransmettre l'ordre d'évacuer la salle des machines parce qu'on allait leur tirer dessus. Je sais pas si on peut réécouter quand on est maintenant qu'on a votre... Écoutons bien maintenant.
Deux fois, Voilà, ça ce sont les tirs et précédemment donc on a la semence, enfin la sommation. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. We're prepared to subject you. Ouais, subject. On va vous imposer Ouais. un feu. C'est ça. On va vous imposer un feu, hein, c'est ce qu'il dit, un tir de voilà. Guillaume. Oui, on espère qu'ils ont compris. Parce que moi, je parle un peu anglais, mais honnêtement, je n'aurais pas compris l'accent américain de l'officier qui donne les sommations. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment, le bateau n'a pas coulé. Quoi, parce que mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on dit, si j'ai bien compris, que cette opération a duré 6 heures. Ouais. Ça veut dire que le navire en question était quand même pas très coopératif, parce que on ne peut pas dire qu'il a été pris par surprise. S'il s'est passé 6 heures entre les premiers échanges et le tir, c'est que il a continué à il n'a pas progressé pendant 6 heures, parce que sinon il aurait franchi le détroit. Là, je veux dire, 6 heures, c'est beaucoup. Hein, sur 6 heures, quand on est à 30 km/h, vous voyez un petit peu, on fait 200 bornes quand même. Hein. C'est quand même sérieux. Peut-être qu'ils se sont mis en panne, peut-être qu'après ils ont. Enfin bon, on ne sait pas le détail en fait. Hein. C'est le fameux gentleman, quoi. En tout cas. Ce qui est intéressant, c'est l'idée que le blocus. Moi, celui qui tire dans mon moteur de voiture, je le prendrais pas pour un gentleman, personnellement, mais bon. Ils ont voulu vraiment montrer que le blocus était sérieux. À un moment où, justement, les Iraniens, cet après-midi, j'étais sur le plateau, les Iraniens disaient qu'il fallait ôter le blocus avant d'arriver aux tables de négociation. Et là, vraiment, je crois que c'était aussi un message pour leur dire on n'arrêtera pas le blocus. Voilà. Qui prend la décision? Parce que là, est-ce que c'est le président des États-Unis lui-même? Est-ce que c'est Dan Kane, le chef d'état-major? Est-ce que c'est le patron du CENTCOM, Brad Cooper? Parce que là, évidemment, ça résonne dans le monde entier. Hein, ce qui se passe là. Mais alors là, tout dépend je dirais, de l'ordre d'opération. Dans l'ordre d'opération, ça peut être délégué au commandant de la flotte qui est sur place. Ça peut être de la force aéronavale, donc il doit être a priori sur le Lincoln. Ça peut être CENTCOM, ça peut être le président. Mais ça, c'est décrit d'avance. C'est-à-dire que l'ouverture du feu est décrite de manière écrite dans l'ordre d'opération de manière précise. Bon. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on appelle les caveats. On sait très exactement ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Mais là, dans ce cas précis, c'est impossible de le savoir si on ne lit pas l'ordre d'opération. Cette question, il faut aussi se la poser concernant le navire iranien. C'est-à-dire que est-ce que eux, ils sont en contact avec quelqu'un à terre et il leur dit écoutez, on a les Américains là qui nous collent, ça fait quand même 2 heures, ils nous disent qu'ils vont nous tirer dessus, qu'est-ce qu'on fait? Allez-y, poursuivez. Ne vous inquiétez pas, leur blocus, c'est bidon, vous pouvez poursuivre. Et jusqu'à ce que... Et il y a plusieurs pouvoirs à Téhéran, donc je pense que la réponse n'est pas la même si c'est le gardien de la Révolution, si c'est le Mollah machin ou truc. C'est très important, ça. Oui, c'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que quelle que soit la section ou la branche qui ait donné l'ordre ou auquel elles aient pu se coordonner entre elles, tout semble indiquer que, vu la taille du bâtiment et le peu de cargaison qu'il a sur son dos, eh bien que ça a l'air d'être un ballon d'essai. Pourquoi? Vous parliez d'armement. Ben, l'armement, il va vers l'Iran. Il sort pas de l'Iran. L'Iran n'exporte pas d'armement, surtout en ce moment. Ce qu'elle a besoin d'exporter, ou ce que l'Iran a besoin d'exporter en ce moment, c'est son pétrole et son gaz. Donc, on a l'impression que c'est un peu un ballon d'essai pour essayer de forcer le blocus pour arriver un peu plus fort aux négociations. Mais ça, c'est simplement une analyse. Ce qui est étonnant, c'est qu'on risque, comme ballon d'essai, un bâtiment moderne de 275 mètres. Je veux dire, ils auraient pu utiliser un gros ballon. Oui, c'est quand même un gros ballon. Je pense qu'ils auraient pu utiliser un bâtiment un peu plus rouillé pour essayer de forcer le détroit que d'utiliser une unité moderne qui transporte des milliers de containers. Je vous pose des questions de Candide, mais la corne, c'est une corne de brume qu'on entend là? Oui, sans doute, oui. C'est tout à fait classique comme manière de faire une sommation? Alors là, je ne sais pas. Très franchement, je ne suis pas suffisamment marin pour pouvoir dire ça. La l'homme des chars. En général, c'est quand il y a la brume pour prévenir les gens du danger de ne pas le voir. Alors c'est ça qui est un peu surprenant. Franchement... Toujours, bien sûr.
Je l'ai entendu 1000 fois. Quand on voyait passer les navettes entre deux pays, par exemple, pour passer de la drogue sur des Zodiacs que moi j'avais suivi à l'époque en reportage, mais on entendait ça. Il y avait ni guerre, ni sommation de tirer, ni rien. C'était simplement pour ne pas qu'il y ait d'accidents à cause de la brume qui souvent peut rendre l'océan complètement un véritable opaque. Mon premier rédacteur en chef m'avait appris, il n'y a jamais de scoop innocent, il n'y a jamais d'image innocente. Si les Américains produisent ça, évidemment, c'est qu'ils veulent. Le message, j'imagine, c'est on a été patient, on a attendu plusieurs heures, on a été correct, on a fait une sommation. Mais surtout, on ne rigole plus. C'est ça, en fait, le vrai message. C'est-à-dire que nous bloquons le détroit. Et attention, cette fois-ci, notre patience est épuisée, on ne rigole plus. Et donc, si vous essayez de passer, on vous tire dessus. Donc là, il y a à la fois le message militaire, j'allais dire, mais c'est surtout le message politique. C'est-à-dire que dans la négociation qui arrive, sachez que nous allons freiner dur. Il y a aussi, on a été correct. Je plaisantais avant, je forçais un peu le trait avec le côté gentleman, mais c'est vrai que s'ils ont mis 6 heures avant de tirer, c'est que si c'est vrai. Je pense qu'ils ont dû essayer. Ils auraient préféré, compte tenu que la trêve est en cours et qu'ils veulent aller négocier, ils auraient préféré qu'ils fassent demi-tour. Un petit peu comme les Iraniens, quand ils disent faites demi-tour, on va vous tirer dessus. Bon, il y en a qui ont fait demi-tour, le navire indien a fait demi-tour, a pas cherché à se faire tirer dessus. Lui, visiblement, a forcé le passage. Peut-être avait-il des consignes, effectivement, de forcer le passage, c'est possible. En tout cas, c'est bien sûr qu'il y a elles ont un sens et elles ont un objectif, la diffusion de ces images. C'est-à-dire que ça va sans doute faire passer l'envie à d'autres navires de pouvoir prendre un risque, parce que c'est également, même si apparemment le bateau a pas coulé, veut dire, si on lui a tiré dessus à coup de canon de 120 dans la salle des machines, il va y avoir du dégât. Ouais. Effectivement, c'est sacrément risqué parce que on sait pas très bien si vous tapez sur le réservoir de fuel, ça peut faire des gros dégâts. Et en même temps, on va dire que c'est un usage de la force qui est maîtrisé. Et c'est une démonstration de puissance, me semble-t-il, à la fois dans la force qui est déployée et dans la maîtrise dans l'emploi de cette force, puisque ça semble être à peu près sous contrôle, puisque après ces tirs dont on voit les images, là, peut-être qu'on les a pas, mais les marines ont pris le contrôle du navire. Oui, à l'heure où nous parlons, donc là on a l'image pour celles et ceux qui nous rejoignent, 23h15, donc on a l'image de ce qui est l'assaut des Américains contre un cargo iranien. C'est un moment très important du bras de fer que nous vivons, de cette bataille navale qui est en cours, peut-être avant une reprise de négociation ou au contraire une escalade dans la guerre. Et à l'heure où nous parlons, c'est la 31e, 31e unité de marine qui est à bord. Maintenant, il y a eu un assaut physique et on n'est pas seulement à distance. Non, voilà, c'est ça la question. C'est-à-dire, est-ce que cette séquence, elle rapproche les deux délégations de la table des négociations ou est-ce qu'au contraire, elle les éloigne ? Parce qu'on comprend bien qu'avant de s'asseoir, il faut indiquer qu'on est là par choix et non pas par nécessité. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas arriver en position de faiblesse. Et je le répète, les Américains se comportent comme si la guerre n'avait pas eu lieu et qu'ils pouvaient dicter les termes de la négociation. Les Iraniens, eux, estiment qu'ils l'ont remporté cette guerre et qu'ils n'ont pas à se laisser dicter des termes par des Américains auxquels ils ont résisté. Et ça crée quand même un gap, une distance qu'il est très difficile de combler, particulièrement quand vous avez au sein de votre délégation des gens qui ne sont pas nécessairement spécialistes des sujets qui sont censés être abordés. On voit que le détroit d'Ormuz va rester un sujet central, outre le format, la durée, etc. Et tout ça complique encore davantage les choses. Et ce qui fait, Darius, et vous avez raison de le rappeler, que l'hypothèse de la reprise des hostilités dont personne ne veut en réalité, ni les Iraniens, ni les Américains, n'est pourtant absolument pas à écarter. C'est une vraie possibilité. Et là, on est en train de s'en rapprocher. Il me semble que l'impact de ces images, il est peut-être aussi pour les Américains. C'est-à-dire que ça peut leur donner une forme de fierté de voir que quand ils menacent, ce sont pas des menaces sans lendemain et c'est très l'image elle-même est assez forte et ça me rappelle j'ai lu ce week-end un livre intéressant qui sont le récit de Bruno Le Maire de son passage au ministère des Finances. Alors, sur la gestion de la dette, c'est pas forcément convaincant, mais il y a aussi le récit de ses expériences internationales et notamment une rencontre avec James Diamond, qui est le président de JP Morgan, qui est la banque la plus puissante du monde. Et Diamond parle à Bruno Le Maire de Trump en disant Trump n'est pas stratégique, il est seulement visuel. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le récit imagé de ce qui se passe. Et là, clairement, on est dans le visuel, et un visuel d'assez bon niveau. C'est presque un film, ce qu'on est en train de voir là.
Ce sont des images qui forcément parlent aux Américains. La victoire. On a été capable d'arrêter un cargo. Un destroyer contre un cargo, permettez-moi de vous dire. Arrêtez de me faire rire. C'est un début, on a une c'est une histoire. Il se moque de vous, ne vous laissez pas faire. Et oui, je vois pas de militaires français dans la zone, mais en tout cas, ce que je veux dire. Vous avez vu, il contre-attaque pas mal. Non, mais bon, c'est bon joueur. Donc, non, mais après, on préfère ça que recevoir des missiles sur les bases militaires américaines, en tant du prince américain. Donc l'idée c'est de montrer ça et d'arriver demain les plus forts possibles face à des Iraniens qui eux pensent pouvoir négocier dans des meilleures conditions. Objectivement, je reviens, c'était ce que disait Thierry Breton qui m'a frappé, c'est-à-dire pour l'instant on est dans une partie d'échecs de très haut niveau entre deux puissances, alors la superpuissance américaine et la puissance des républiques islamiques d'Iran. Je les mets pas du tout, je les renvoie pas dos à dos d'un point de vue moral, mais du point de vue habileté, l'un et l'autre jouent assez bien. Oui, et surtout, ce qui est incroyable, c'est que finalement les Iraniens, juste en ayant survécu, ont gagné. Ouais. Et c'est ça, pour eux, la victoire, c'est d'avoir survécu. Et pour les Américains, non, évidemment. Vous connaissez le mot de Sieyès pendant la Révolution, on lui dit « mais qu'est-ce que vous avez fait pendant la Révolution ?» Et puis il dit simplement « j'ai vécu ». Le fait de survivre pendant la Révolution, quand on était Sieyès, par le coup coupé, c'est déjà pas mal. Oui, exactement. Donc ça, c'est très important, à mon avis. Moi, je suis assez d'accord. Oui, pour le moment, le vrai problème, c'est que les Iraniens donnent une image de symétrie dans la capacité de confrontation avec les États-Unis. Sur le plan militaire, c'est évidemment pas le cas, absolument pas le cas. Je veux dire, ils ont très très peu de moyens, mais avec très peu de moyens et le détroit d'Ormuz, aidé par la géographie, la seule géographie, c'est chez eux. Eh bien, ils sont capables d'avoir une réponse symétrique et d'aborder des négociations vraisemblablement à peu près d'égal à égal avec les États-Unis à Islamabad. Parce que si Donald Trump se déplaçait, vous imaginez la légitimation du régime que ça représente d'aller négocier de visu des visus et la claque au peuple iranien d'aller négocier de visu, de main dans la main quasiment avec l'adversaire ONI depuis 47 ans. Voilà. Essayons vraiment de décomposer, parce que là on est dans un moment vraiment très important, ce qui a pu se passer depuis le repérage de ce bateau, le moment où ce bateau a été repéré. On voit sur Marine Traffic, si j'ai bien compris, on commence à avoir le scénario complet. 200 km, en fait, c'est 180 km qui sont parcourus, parce que si on estime qu'ils sont à 17 nœuds, donc l'équivalent de 31 km/h, à cette vitesse-là, en 6 heures, vous faites un peu plus de 180 km. On voit qu'ils se dirigent depuis le golfe d'Oman en direction du détroit d'Ormuz, donc en haut à gauche de votre image. Donc le récit qui en est fait par le CENTCOM, c'est une prise en charge par l'USS Prudence, donc un destroyer ou une frégate. Destroyer, disent-ils. Destroyer, pardon. Et donc, qui lui intime l'ordre de changer de cap avec une communication dans la durée. 6 heures, c'est extrêmement long. Et ce dernier refuse, maintient sa vitesse. Et puis, au final, et c'est la vidéo et le son que vous avez diffusé tout à l'heure, le commandant du bâtiment de guerre américain s'adresse au Tuska et donc à son capitaine et lui dit, écoutez, videz ou plutôt évacuez votre salle des machines, vous allez être soumis. Donc ça, c'était il y a 6 heures vraisemblablement, à peu près. Oui. Ça correspond à la luminosité, à peu près, j'imagine. C'est quoi? Il y a 6 heures. Fin de journée. On appelle voilà. le golden hour. Soleil rasant sur c'est favorable à la prise de vue. Bon moment pour prendre des prises de vue, pour une photo flatteuse pour le teint. Oui, il faut vraiment voir que dans ces négociations, je suis désolée d'arriver à ces négociations, mais c'est celui qui va avoir la main, finalement, c'est celui... L'Iran, finalement, fait semblant d'avoir le détroit d'Ormuz, qu'il n'a pas, finalement, et ils sont en vrai danger, parce que sur le plan économique, ils sont vraiment exsangues. Et donc, ce détroit d'Ormuz, ils ont dit c'est notre bombe atomique, finalement, on n'avait pas besoin de la bombe atomique, mais là, vraiment, ils vont être obligés. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il les empêche de passer, parce qu'il s'est aperçu, Trump, que c'est le seul moyen, l'économie, c'est le seul moyen de pouvoir avoir raison du régime iranien. Alors, du régime, peut-être pas, mais à mon avis, dans 6 mois, le régime va tomber quand même. Mais il tombera, toi aussi, tu penses comme ça? Il tombera parce qu'il y aura, de toute façon, la vraie armée qui va se révolter à un moment où ils auront baissé la garde. Mais pour le moment, il faut juste arriver à les maintenir.
C'est exactement ça, et lui tordre le bras, l'asphyxier économiquement, et c'est le seul moyen. Et finalement, de croire que on va y arriver ou que l'Occident va y arriver à force de bombardement, c'est non. C'est au moment où on s'y attendra le moins qu'il se pourrait que ce régime de l'intérieur se fissure et que l'armée, enfin, ainsi que le souhaite la population iranienne, eh bien, prenne le dessus, parce qu'ils sont plus nombreux en nombre, mais moins bien équipés. Cela dit, quand on a envie de liberté, il suffit d'une pierre pour y arriver, certains disent. Eh bien là, c'est là qu'on pourrait s'attendre. Mais effectivement, l'arme économique, c'est ça qui peut aujourd'hui faire plier le régime. Il n'y a pas d'autre moyen. Et on continue à décomposer ce qui s'est passé exactement. Donc on disait ça doit être tourné vers à peu près 5 heures de Paris, en gros, très en gros, donc la fin d'après-midi. Il y a quoi de décalage? 2 heures? 2h30, je crois. 2h30, donc c'est peut-être 7 heures ou 7h30 de l'après-midi du soir, quoi. Voilà, ça correspond à peu près à la luminosité. Vous êtes plus habitué à la région que moi, Oui, non, tout à fait. Là, mais je pense on a changé d'horaire. On a 1h30 de différence avec l'Iran et non plus donc 2h30. Vers 18h30 à peu près, on est exactement, c'est la fin de la conjecture. Journée. Oui, exactement. Et là, c'est Donald Trump qui raconte, en fait, le destroyer lance-missile a donné un avertissement clair au Tuska pour qu'il s'arrête. L'équipage iranien a refusé d'obéir et notre navire de guerre l'a donc stoppé net en perçant un trou dans la salle des machines. On imagine le contentement de Trump de mener tout ça. Il y a une façon, on reviendra plus tard sur la prise de décision de Trump, c'est sa guerre. Et tout concourt à ça. Vraisemblablement, il suit les moindres épisodes personnellement. Et on apprend à l'instant dans ce chaos global, parfois on arrive à comprendre, parfois on n'arrive pas à comprendre, que le successeur du guide suprême, Mojtaba Khamenei, qui avait disparu depuis quelques semaines, c'est cette difficulté à le localiser ou à communiquer avec lui qui fait qu'aujourd'hui il y a des voix contradictoires au sein du régime et au sein du pouvoir iranien qui rendent ces discussions et ces négociations compliquées et qui fait aujourd'hui ce que c'est un chaos. Et donc Pézekian et Arghachi, eux, ont laissé sous-entendre, à la veille de ces négociations, une plus grande ouverture aux négociations. Donc, ce qui peut aussi expliquer que depuis quelques jours, l'Iran essaye de survivre au niveau du détroit d'Ormuz. Je pense que les États-Unis sont sur la retenue, alors qu'ils pourraient faire beaucoup plus de dégâts. Le temps d'arriver, cette fois-ci, en ordre de bataille, ce qui n'avait pas été le cas la semaine dernière à Islamabad, pour obtenir des négociations qui aboutiront. Et on continue notre récit. Donc là, ils ont fait les sommations. On va entendre plus tard le son très exactement de ce qu'ils ont dit pour les sommations, puis le tir, etc. Mais à l'heure où nous parlons, la 31e unité de marine, n'est-ce pas, c'est rendue maîtresse du navire et ils sont là sur le pont au milieu des conteneurs. Non, bien sûr, ils détiennent l'équipage, ils sont probablement en train de fouiller le navire également. Comme l'a indiqué le général Richoussi, la salle des machines a été, entre guillemets, neutralisée, pour employer leur langage. Ça veut dire qu'il faut amener également des moyens pour éviter que le navire ne dérive trop dangereusement. Donc il faut pouvoir le diriger. Donc c'est une manœuvre complexe, mais ces militaires savent probablement l'amener à bien. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de ce navire? Où est-ce qu'ils vont l'amener? Est-ce qu'ils vont l'amener du côté d'Oman? Parce que ça aussi, ça va faire l'objet, j'imagine, de négociations et d'une diplomatie active. Là, je crois que quand un bâtiment va être à la dérive comme ça, c'est le premier port, parce qu'on peut pas se permettre de se balader en mer pendant des centaines de kilomètres. Mais comme l'a dit Guillaume, tout à l'heure, je suis assez d'accord avec ça. C'est vraiment une démonstration de précision militaire, de puissance et de savoir-faire en fait militaire. Là, les militaires américains, on sait qu'ils sont efficaces, mais là, ils montrent qu'ils sont capables de neutraliser un bâtiment sans perte. Apparemment, on n'a pas entendu dire qu'il y avait eu des blessés ou des morts, et de manière définitive. Alors, c'est pas non plus un exploit extraordinaire quand on est un destroyer contre un cargo, mais le fait de l'arrêter sans qu'il y ait de dégâts autres que matériels à cette distance-là, ça implique une maîtrise militaire, une technique dont il faut souligner l'efficacité quand même. Avec toujours un désir de légalité, puisque, en tout cas,
apparente, parce que on est dans une guerre, donc le légal et l'illégal, la limite est un peu ténue parfois, mais enfin, il dit c'est un navire qui faisait de la contrebande, de surcroît. Oui, c'est possible. Oui, enfin, de l'égalité ou l'égalité avec l'apostrophe. L'égalité, non, ni l'un ni l'autre ne sont dans la légalité, je parle de droit international. Par contre, j'avais cru comprendre égalité, et donc là, effectivement, sans vouloir faire de jeu de mots, pour répondre à votre question, oui, il y a une volonté des deux camps de montrer que, enfin, les Américains non, parce que les Américains sont censés être supérieurs, et en tout cas, c'est la première puissance mondiale jusqu'à nouvel ordre. Mais les Iraniens sont dans la volonté de montrer qu'ils peuvent, en tout cas, par leur capacité de nuisance et non pas par leur puissance militaire réelle, eh bien, être à un moment, rendre coup pour coup, déjà. Et deuxième chose, c'est une volonté de montrer qu'on est déterminé à aller jusqu'au bout, dans les deux camps, afin d'avoir le plus de cartes possible, comme vous le disiez, au moment de s'asseoir à la table des négociations au Pakistan. Le sujet de la légalité de cette opération est important parce que on est probablement dans les eaux internationales et a priori une marine n'a pas le droit d'arraisonner un bateau comme celui-là, sauf effectivement, d'ailleurs, je parle sous le contrôle du général Richoux, historien militaire s'il en est, mais en 1917, quand les États-Unis entrent dans la guerre, c'est notamment parce que ils en ont marre que les sous-marins allemands torpillent les bateaux, torpillent les bateaux civils. Gardez bien la réponse parce qu'on va entendre maintenant le moment clé, c'est-à-dire le moment de l'échange où, et prêtez vraiment bien l'oreille, où les Américains somment les Iraniens d'obtempérer. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting be ready. Voilà, et vous me faisiez sourire, Guillaume Ranguette, parce que vous disiez, à moins d'avoir l'oreille purement américaine, il faut encore comprendre, pas sûr que le commandant iranien est compris au premier. Ils utilisent ChatGPT sans doute, les Iraniens. Je crois qu'ils ont eu. Quoi qu'il en soit, ChatGPT comprend pas cet accent. Oui, parce que selon les normes internationales, quand ils arrivent comme ça, ils sont obligés, comme les aviateurs, d'avoir une maîtrise des procédures opérationnelles. Donc je pense qu'ils sont quand même obligés de comprendre. En tout cas, c'est un moment très impressionnant, parce que là, on comprend, et sans doute que c'est monté, en tout cas jusqu'au commandement central américain, ils ont eu le temps, ils ont eu 6 heures pour faire remonter l'information jusqu'au commandement central pour dire qu'est-ce qu'on fait et ce qu'on tire. Je pense qu'en réalité, les Américains cherchaient ce moment et cet événement. Et ils savaient qu'il allait avoir des navires qui allaient tenter le coup. Et donc, ils voulaient ce moment de publicité afin de montrer la solidité, la détermination du blocus américain avant, espérons-le, d'arriver à Islamabad dans le cadre des négociations, même si, à leur tour, les Iraniens, ça c'est l'autre info de ce dimanche soir, font planer une réelle incertitude sur leur éventuelle présence à Islamabad, parce que les Iraniens accusent les Américains d'avoir brisé le cessez-le-feu avec ce blocus qui est un acte de guerre, il faut le rappeler, et pareillement, les Américains en veulent aux Iraniens d'avoir réimposé leur blocus à eux, après que le ministre iranien des Affaires étrangères, vendredi, Araghchi, ait déclaré le détroit d'Ormuz complètement ouvert. Oui, vous disiez que cette opération avait probablement été effectivement coordonnée depuis le CENTCOM, donc le commandement américain qui est au Qatar et qui est dirigé par un amiral. Brad Cooper, c'est un amiral qui d'ailleurs a été le patron d'un corps naval expéditionnaire. Donc on peut imaginer qu'il a une forme de familiarité avec ce genre de manœuvre et ce genre de procédures qui effectivement sont spectaculaires quand on connaît pas la façon dont ça peut se passer. Même si franchement, des mémoires, je me souviens pas d'un bâtiment de guerre américain faisant usage du feu d'un canon de 127 sur un tanker ou un navire civil
Je ne sais pas si quelqu'un a ça en mémoire. Il y a eu des frappes contre les bateaux, mais c'était supposé être des bateaux de trafiquants de drogue au large du Venezuela. Mais c'est très différent. Ça. Oui, là on est véritablement dans du gros calibre qui avec le risque d'une montée en puissance, parce que deux solutions. Les Iraniens disent oh là là, ils prennent les choses au sérieux, ils vont venir à Islamabad, ou ils disent écoutez, vous tirez sur nos bâtiments, quand vous arrêterez de tirer sur les bâtiments, on viendra et puis on va attendre. Précisément, qu'est-ce qui est en train de se préparer du côté des Américains? Vous êtes avec nous à Washington, Mathieu Kerman, c'est évidemment très précieux de vous avoir à cette minute précisément. Qu'est-ce qu'on dit à Washington, ou qu'est-ce qu'on cache? Est-ce qu'on veut discuter, ou au contraire, est-ce qu'on veut tirer encore plus fort? Ce que l'on sait, c'est que hier, lorsque les Iraniens ont demandé et ordonné même aux États-Unis de retirer ce blocus dans le détroit d'Ormuz, Donald Trump avait expliqué qu'il ne fallait pas le faire chanter, qu'il fallait revenir à la table des négociations. Il avait voulu, semble-t-il, tempérer les propos des Iraniens pour les forcer justement à revenir négocier du côté d'Islamabad. Alors Donald Trump, lui, est toujours à la Maison-Blanche actuellement, dans le bureau ovale. Il n'a pas encore pris la parole à la télévision américaine ou pris un journaliste au téléphone comme il a l'habitude de le faire assez régulièrement depuis l'annonce. Donc c'est son annonce sur son réseau social Truth. Donc c'est vrai qu'on guette une réaction de Donald Trump dans les prochaines minutes, parce que on peut parler d'une escalade dans la guerre. Il avait été très clair: si un accord n'est pas signé avant mercredi prochain, alors les bombardements reprendront sur l'Iran. Et là, ce navire cargo iranien qui a donc reçu un tir de la part de l'USS Florence, on peut parler donc d'une escalade dangereuse dans cette guerre. Alors est-ce que Donald Trump appuiera sur le bouton et décidera à nouveau de bombarder l'Iran? Ça, c'est toute la question des prochaines heures et des prochains jours, et on suivra ça depuis Washington, ici à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Mathieu, vous êtes avec Julie Janus. S'il cache son jeu, en tout cas il se donne les moyens de la guerre. Regardez la profusion de moyens supplémentaires qu'il est en train de mettre en œuvre. Les hélicoptères Apache, les drones MQ-9, les avions P-8 Poséidon de surveillance. Arrêtons-nous à ces moyens divers. Il y a là un effort de guerre considérable, en plus de tout ce qu'il a déjà dans la région. Oui, alors les Apaches peuvent être intéressants pour tirer les Shahed, en fait, puisque nous on a emmené les Tigres, parce que ils ont des canons, donc on peut tirer au canon, et c'est ce qui est le plus économique pour abattre les Shahed. Ensuite, il y a des drones qui sont des drones Reaper, je pense, qui sont classiques. Et puis après, le Poséidon, c'est l'équivalent de l'Atlantique 2, c'est des avions de surveillance maritime qui sont bardés d'électronique et qui sont notamment faits pour la lutte anti-sous-marine, donc ils sont capables, si vous voulez, de surveiller, c'est de donner ce qu'on appelle une crop, c'est-à-dire une vision globale de la zone maritime au-dessus de laquelle ils agissent. Est-ce que vous croyez, c'est vous le Trumpiste patenté, vous avez la patente, vous avez le brevet, Isaac, est-ce que vous croyez à l'hypothèse, c'est Axios qui rapporte ça, le président Trump pourrait cacher son jeu, comme ça avait été le cas juste avant le déclenchement du 28 février, on va discuter, et en fait, il appuie sur le bouton de la nouvelle offensive. Est-ce que c'est possible ? Je pense que surtout Trump ne souhaite pas partager sa stratégie avec les autres. Ça, je pense que ça a été clair. D'abord parce qu'il considère que certains autres pays ou partenaires ne sont pas forcément des partenaires aussi forts, aussi sérieux ou costauds que lui. Vous pensez à qui ? Chacun trouvera son propre président ou son propre personnage qui lui conviendrait, mais bon, je pense quelqu'un des gens merveilleux, par exemple. Mais surtout, ce que souhaite Trump, c'est marquer les esprits du monde. Et pour lui, l'Iran n'est pas qu'un ennemi des États-Unis, c'est un ennemi du monde. D'ailleurs, sur le plateau, tout le monde l'a reconnu d'une certaine manière que ce régime des mollahs faisait beaucoup de mal au monde. Alors, encore une fois, il a peut-être pas la méthode, mais il a sa technique, il a sa façon de faire les choses. Est-ce que demain ou après-demain, il va en même temps mener ces négociations et derrière relancer la pagaille militaire sur le territoire Moyen-Orient, Proche-Orient et en Iran? C'est possible, mais je pense sincèrement il souhaite obtenir un accord. Mais ça sera un bon accord cette fois-ci. Pas le même qu'on a eu en 2015, qui n'était pas suffisant pour lui, dont tout le monde pensait que c'était le bon. Pour lui, c'était pas le bon. Et une fois que l'arme nucléaire sera rendue soit à un autre pays, soit complètement démantelée, soit en tout cas n'est plus être une menace contre la région et les Américains, à ce moment-là, on pourra travailler avec. Est-ce que ce serait de bonne guerre, d'après vous, si effectivement Trump fait mine de négocier et en fait il veut aller de l'avant et frapper? En réalité, c'est un théâtre. Est-ce que c'est de bonne guerre? C'est ce que les Iraniens craignent.
C'est ce que, et d'ailleurs, l'analyse d'un chercheur que j'étais en train de lire, Vali Nasr, qui est moitié américain, moitié iranien, et qui a écrit un livre remarquable sur l'Iran, donc que j'ai commencé à lire, sur Iran Grand Strategy. Et lui, il dit, c'est pas vrai, il n'y a pas de dissension au cœur du régime. Pas du tout. Ils ont fait le tweet de Araqji qui a dit, on ouvre le détroit. Ils s'attendent à ce que les Américains renvoient l'ascenseur gentiment. Ils disent, nous, on lève le blocus sur les ports iraniens. Ça n'a pas été fait. Donc, ils ont dit, on réimpose le blocus. Et en fait, ils craignent que finalement, qu'ils s'apprêtent à frapper, comme il l'a fait. Quand je dis il, je parle des États-Unis ou de Donald Trump. Qu'ils s'apprêtent à frapper, comme il l'a fait pendant que les négociations étaient en cours entre Américains et Iraniens les 2 fois précédentes. Est-ce que ce scénario est possible? C'est-à-dire qu'en fait, on soit à chaque fois trompé en quelque sorte et que la volonté du président Trump et du Premier ministre israélien Netanyahou, lui, alors il le dit ouvertement, soit en fait d'aller, de continuer. Oui, parce qu'effectivement, autant les objectifs stratégiques de Donald Trump ne sont pas très clairs, autant pour Netanyahou, c'est lumineux depuis le départ. C'est d'ailleurs lui qui a déclenché cette guerre en convainquant Donald Trump d'intervenir, en lui promettant, après l'élimination du guide suprême, une victoire rapide et un soulèvement de la population et une destruction de l'arsenal balistique iranien. Donc, c'est les Iraniens, eux, tant que ce but-là n'est pas atteint, tant qu'ils considèrent que l'Iran demeure une menace vitale pour la survie d'Israël, eux sont plutôt favorables à poursuivre la guerre. Il a fallu que les Américains leur tordent le bras pour obtenir le cessez-le-feu au Liban, qui était une des conditions posées par les Iraniens pour qu'il y ait une négociation à Islamabad. Qu'est-ce que vous feriez, général Richoux? Si j'étais qui? On vous nomme commandant suprême. Voilà, vous êtes à... Dites-moi dans quel coin je suis. Je vais vous dire ce que je ferai. Vous êtes Dan Kane. Je suis Dan Kane. Voilà. Vous dites, je profite de l'occasion, j'attaque. Ou vous dites, je discute à Islamabad. Moi, je dis, il n'y a pas de solution militaire. Monsieur le Président, il faut obtenir un accord. Sinon, on s'enlise. Voilà ce que je dis. C'est une réalité. Absolument. C'est une réalité. Ça me semble une réalité militaire. Vous avez un général français qui vous dit, il n'y a pas de solution militaire. Pour une fois, je ne vais pas être d'accord avec lui. En fait, tout à l'heure, Guillaume disait, on parle d'Israël, mais ce sont aussi les ennemis des pays du Golfe. Ce sont aussi les ennemis de beaucoup de pays européens qui se sentent, pas forcément, mais qui devraient l'être en tout cas menacés. Moi, je rappelle juste ce soir, encore une fois, qu'il y a 24 heures, un soldat français est mort au Liban, à cause du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est l'Iran. C'est l'Iran, il n'y a pas de question. Le Hezbollah ne peut pas exister sans l'Iran. Et si les Français n'ont pas conscience qu'il y a déjà eu un militaire mort il y a quelques semaines, Sophia le rappelait il y a quelques minutes, il y en a eu un autre hier, que là, un bateau a priori français ou qui a des intérêts français aurait été à nouveau encore une fois menacé et que personne ne se sent concerné, c'est le problème d'Israël, c'est le problème des autres, à ce moment-là, on laisse l'Iran continuer et la question reviendra sans doute dans 20 ans, dans 30 ans. Combien de centaines de milliers d'hommes vous êtes prêts à mettre au sol pour faire le job, Isaac? Parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que Netanyahou, et vous le savez comme moi, il y a 7 présidents américains qui se sont succédés depuis que ce régime est arrivé au pouvoir. Ça fait 7 présidents américains qui se sont penchés sur cette question. Netanyahou est allé voir Bush, Clinton, Obama, Biden, Trump 1, en faisant la même demande. Et ils ont dit non. Pas parce qu'ils aiment ce régime, pas parce qu'ils souhaitent qu'il perdure, parce qu'ils savent que la solution militaire, elle n'est pas réaliste. Et maintenant, on y est confronté. Moi, j'ai une deuxième question. Taper fort n'a pas fonctionné. Donc on se dit, on va taper plus fort. Taper quoi? Les ponts, les nœuds ferroviaires, pénaliser une population qui est devenue une note de bas de page dans ce mauvais scénario. C'est-à-dire que vous dites l'Europe ne fait rien. Non, en fait, la voie de la diplomatie pour régler une bonne fois pour toutes. Et là, je vous rejoins cette question parce que ce régime est une menace et une nuisance. Et donc, il faut pouvoir traiter le balistique, le nucléaire, les proxys, le régime et toutes les autres questions. Ça va nécessiter des concessions qui vont être extrêmement pénibles. Et c'est aussi là qu'est la frustration de Donald Trump et qu'on lit, parce que tout à l'heure on citait le Wall Street Journal, je ne sais pas si vous avez vu cet article, où il y a le Donald Trump public et le Donald Trump derrière des portes fermées, qui est extrêmement frustré et qui a perdu le goût du risque parce qu'il se rend compte que cette affaire iranienne lui a complètement échappé, qu'il n'en a plus le contrôle et qu'il n'arrive pas à se sortir de cette ornière. Moi, je vais vous répondre avec une autre question, c'est est-ce que vous pensez que l'Iran, que certains pays, dont la France, pensaient avoir conclu un accord correct en 2015, dont Trump a déchiré en 2018, a été capable en 8 ans
de produire tout l'arsenal militaire qu'elle nous montre aujourd'hui, dont on découvre pas à pas les risques, pas uniquement pour la région, mais au-delà de cette région. Si réellement l'Iran s'inscrivait entre 2015 déjà et 2018 dans une démarche pacifique, dans une démarche de négociation que d'autres présidents américains ou autres avaient initié, eh ben, on n'aurait pas eu un Iran aussi fou comme on l'a aujourd'hui. Parce que si l'Iran était prêt à discuter, eh ben, on aurait déjà eu des premières discussions beaucoup plus avancées que oui, en 2015, par exemple. Mais alors, encore une fois, je reviens. 2018, Trump, vous savez, la chronologie. 2018, oui. Trump déchire. Donc, ça veut dire que le lendemain du jour où Trump a déchiré l'accord, les Iraniens ont dit, bon, ben, maintenant, cette fois-ci, cette fois-ci, on va y aller, on va préparer notre arsenal militaire. Et vous savez, l'inconvénient de celui de 2015, il avait été signé par Obama. C'est ça, en fait, l'inconvénient de celui de 2015. Parce que, comme il avait une aversion absolument à Obama, il l'a déchiré. On va pas refaire toute l'histoire moi, maintenant. je vous dis, oui, ils ont été capables de développer un arsenal en 8 ans. Ils ont absolument. On va pas refaire toute l'histoire maintenant. Restons un instant, pardon. L'économie Bien sûr, qui va sauver l'affaire, c'est pour ça qu'ils vont rester. On parle du blocus, ils vont rester dans le blocus. Hein. On verra. De toute façon, pour l'instant, regardez de façon objective les moyens que chaque partie a en jeu. Et les Iraniens ont une capacité sur laquelle on va revenir. Les Américains, c'est ce déploiement. Les porte-avions. Il y a 3 porte-avions en jeu. Le Ford, le Bush et le Lincoln. Arrêtons-nous bien à chaque chapitre. Le Ford d'abord. C'est le record de longévité d'engagement, en tout cas depuis 91, donc depuis la chute de l'Union soviétique. 299 jours consécutifs pour le Lincoln. C'est vraiment en soi, pour le Ford, pardon, c'est en soi encore qui montre la volonté pour les Américains de déployer un engagement très considérable. Oui, mais c'était raisonnable. Déjà, parce que là, ils sont forcément usés. Ouais. Et ça montre une chose, c'est que ils ne sont pas capables de relever leurs unités actuellement. Je rappelle qu'ils ont 11 porte-avions. Il y en a la moitié qui est en grand entretien en moyenne. Et comme il y en a un tiers, ceux qui sont déployés, un tiers qui y vont, un tiers qui, etc. Enfin, ça veut dire quoi? D'après vous, ils sont à la limite de quelque chose, bien entendu. Ils en ont 11. Ils en ont, disons, à des 5 qui sont en grand entretien 18 mois. Donc, il en reste 6. Vous en mettez 3 face à la Chine. Vous pouvez pas les ôter de face à la Chine, détroit de Taïwan, du côté du Japon. Si c'est vrai, etc. Pardon, c'est très inquiétant pour l'Occident parce qu'il faut imaginer les 3 sont dans le Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens de le relever. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui de relever la flotte aéronavale qu'ils ont déployée et ça c'est arithmétique. C'est arithmétique. C'est une chose qu'on connaît bien. Nous, on a une force opérationnelle de 30 000 hommes. Ça veut dire 90 000 hommes qui sont projetés. C'est 30 000 qui sont. C'est notre posture habituelle. C'est pour donner un exemple. 30 000 qui reviennent, qui en reviennent, et 30 000 qui se préparent. Et si vous voulez avoir une permanence à la mer là, vous devriez avoir... Ce que vous dites est très lourd de sens, parce qu'il faut imaginer, les généraux du Parti communiste chinois passent leur temps à observer ça à la jumelle. Ah ben là, ils rigolent, oui. Enfin, ils rigolent, peut-être pas à ce point-là, mais enfin, où on est la force américaine, hein. Il ricane en tout cas. Si on part du principe de rotation et de la devise américaine selon laquelle, de l'armée américaine selon laquelle elle doit toujours se rester capable de mener 2 guerres majeures en même temps, simultanément. Or, ceci n'est pas une guerre majeure. Qu'est-ce qu'on devrait se dire, nous, en Europe, qui nous sommes placés sous le parapluie pendant des décennies de la protection américaine? C'est vraiment problématique. Et quand vous voyez alors tous ces plateaux, ces repas dont on nous a montré les images, avec des soldats qui ne mangent pas suffisamment, au début on s'est dit non, c'est un problème de relève. J'ai été fouiller, regarder, lire des courriers, et là on dit ah non, on n'a pas de légumes frais, on n'a pas de produits de détergent, les soldats ont faim, et donc 295 jours à la mer, on n'est pas loin d'une année. Enfin, l'année fait 3. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Des taux qu'on a connus dans l'armée française. Mais c'est pas la même équipe. C'est pas le même si, c'est vraiment le même équipage. Oui, mais c'est le même équipage. Il a pas revu la terre, il a pas revu ses familles. Ils sont en mer depuis 300 jours. Alors regardez, c'est ça. Ça veut dire militairement. Vous me soutenez-vous, parce que je vous avoue, ma première réaction quand j'ai vu ces images, je me suis dit ça c'est un peu trop. Enfin, fake news, peut-être pas fake news, mais enfin on survend une petite chose. Est-ce que vraiment ils sont des problèmes, disons, à votre... Non, je crois pas. J'ai eu la même réaction que vous, Darius. Je pense qu'il y a une part de
théâtralisation de cela. On est dans le champ informationnel, ces photos, elles sont sorties. Exactement. C'est peut-être une manière pour les Américains de dire... Parce que rappelez-vous, sur le Lincoln, on avait l'histoire du feu dans la buanderie qui est tout à fait possible, qui était liée, lisait-on, à une éventuelle mutinerie du fait de la longueur du service imposé aux hommes et aux femmes qui déjà avaient fait partie de l'opération Maduro Caracas dans les Caraïbes et qui ensuite avait été déployée sur la zone proche et sur le théâtre proche et moyen-oriental. Donc, franchement, les Américains, il y a plein de choses qui font pas forcément très bien, mais la logistique et notamment d'habitude ça marche. Oui. Et regardez la contre-com, le commandement central a contre-communiqué en disant, regardez, ils ont des repas frais, tout va bien. Alors je sais pas ce qu'on sert exactement là, je suis pas familier de la. Moi, j'expliquais d'ailleurs sur ce plateau que les ordinaires, ce qu'on appelle, que j'ai vu chez les Américains, sont plutôt pantagruélistes. Vous avez 10 mètres de rayon de glace, des sauces, du ketchup, de tout ce que vous voulez, des trucs qu'on n'a pas dans l'armée française d'ailleurs, hein, donc qui peut expliquer aussi la surcharge pondérale de temps en temps des soldats. C'est facile. Non, mais c'est un coup bas, ça. C'est un coup bas. Quand j'étais à Bagram en Afghanistan, je peux vous assurer, j'y suis allé le manger une fois. C'est à la limite du déraisonnable. Voilà. Et je rappelle qu'une armée qui a réussi à nourrir 7 millions de personnes pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'espère qu'ils savent nourrir quand même 4000 personnes sur un porte-avions. Donc là, je pense qu'il y a eu un épiphénomène. Il y a peut-être eu un problème à un moment donné, mais c'est certainement pas la situation, le point moyen de l'armée américaine aujourd'hui. Après, il faut pas non plus sous-estimer l'importance de la nourriture. Je sais qu'on le fait pas, mais c'est intimement lié. Non, vous faisiez une plaisanterie sur c'est bien de se battre le ventre plein. C'est directement lié au moral du soldat. Si vous êtes maltraité par le cuisinier ou par la cuisine, vous n'avez pas le même rapport au chef et à la mission. Et je vous donne une anecdote qui n'a rien à voir. Je travaillais un petit peu dans le cinéma et je me souviens d'un régisseur qui m'avait dit, tu sais, qu'est-ce que c'est la partie la plus importante sur un plateau? Moi, je regardais les lumières, les décors, les costumes, les responsables des ressources humaines qui géraient les figurants, la paix, etc. Et là, il me pointe une table, enfin, il y en avait 3 en l'occurrence, avec des burritos, de la salade, des chips, des boissons, etc. Et il me dit, c'est très important que toute la journée, ils passent devant et qu'ils voient qu'il y a ça qui les attend. Et si cette table, elle est vide, tout le monde travaille moins bien. Et puis des calories, parce qu'il faut des calories quand on fait des travaux qui peuvent être fatigants. Quand on est Marines, on s'entraîne, on a besoin de 3-4 000 calories par jour de toute manière. Donc on est obligé d'être bien nourri. C'est une exigence militaire. Sinon, le combattant s'affaiblit. Voilà, évidemment, on a vu ça dans l'armée libanaise où l'armée n'avait plus les moyens d'acheter de la viande pour ses soldats. C'était une catastrophe. Mais je suis d'accord qu'il y a peut-être eu un moment des problèmes de livraison, de ravitaillement, etc. Mais enfin, il y a une enquête qui est faite par un autre confrère FTV, France Télé, et quand même, ça semble. Il y a des témoignages de plusieurs parents, de familles et là, c'est clair, la nourriture est insipide, il n'y en a pas assez, les soldats ont toujours faim. Enfin voilà, c'est écrit noir sur blanc. On ne reçoit pas les colis, il n'y a pas de produits d'entretien. Donc en fait, je suis sûre qu'à un moment, c'est les rois de la logistique, les Américains, qu'il s'agisse de nourriture ou de munitions ou de stock ou de porte-avions. Mais toujours est-il que là, c'est un des problèmes qui se rajoute au problème organisationnel que pose cette guerre. Sophia, Trump est-il en train de mijoter une attaque? On répète, c'est quand même un point important de la soirée, Axios qui révèle ça. Trump masquerait son jeu, c'est ce que croient les Iraniens. En tout cas, il a publié cette vidéo dans la nuit sur le mode le peuple iranien me demande de l'aide. On revient des fondamentaux du début de la guerre quand Trump disait regardez, président Trump, aidez-nous s'il vous plaît. C'est une vidéo donc il publie sur le thème je vais venir en aide, et là on parle de changement de régime et on parle pas simplement de bombarder 1 ou 2 bateaux. Cette vidéo, si ça correspond à son état d'esprit, a un sens. Oui, et effectivement, ça fait écho aux premières déclarations de Donald Trump après la répression sanglante des manifestations du début de l'année où il disait « tenez bon, on arrive ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est assez contradictoire avec la volonté de négocier avec justement les représentants du régime. Et donc c'est peut-être plus qu'une déclaration sincère, un moyen de faire pression
sur les négociateurs et sur le pouvoir iranien en disant faites attention parce que si jamais vous n'êtes pas suffisamment coopératif, eh bien moi je vais revenir à ce qui était mon rêve du début, c'est-à-dire faire tomber le régime comme Netanyahou me l'avait promis avec le soulèvement populaire qui, selon le Premier ministre israélien, devait arriver dans les premiers jours de l'attaque. Il multiplie les menaces dans différentes directions. L'anéantissement, le régime, c'est parce que vraiment il veut négocier, il montre toutes ses capacités de nuisance lui aussi, enfin de toute sa force. Mais moi, par hasard, j'ai déjeuné avec la cousine de mon mari qui arrive d'Iran aujourd'hui, alors qu'elle a passé les 3 mois elle voulait pas bouger de là, et elle est arrivée. Et elle a dit, tout le monde est tellement déçu, on veut même plus, personne ne pense qu'on va être aidé. La population est dans un état de tristesse et de désolation psychologique, mais forte. Ils sont même fâchés. Est-ce qu'il peut avoir, les politiques souvent ont plusieurs fers au feu, c'est une des bases de la politique en général, hein. Est-ce qu'il peut avoir simultanément les hypothèses en main? C'est-à-dire, si ça se passe bien, il est prêt à aller dans le sens des négociations. Si ça se passe mal, il est prêt à faire la guerre. Ah oui, absolument. Je pense qu'il a encore à la poignée d'éventail parce qu'il va tenter la chance des négociations. Il a tout intérêt à faire un deal. Si le deal fonctionne, il va arrêter la guerre à bons frais, finalement. Pardon de la trivialité, mais c'est comme si on veut vendre un appartement où on essaye de voir si on arrive à avoir un bon prix, on le fait. Sinon, exactement. Non. Si vous avez le prix de réserve qui est atteint, vous allez le vendre. Et puis si vous n'avez pas, sinon vous le gardez. Donc là, je veux dire, il garde vraisemblablement toutes les possibilités au feu parce que de toute manière, il est piégé. Si les négociations capotent, ce qu'on ne souhaite pas, mais ce qui est possible, eh bien, il va être obligé de reprendre les combats. Sinon, c'est toute la légitimité des États-Unis d'Amérique qui est atteinte, et ça, il ne peut pas se le permettre. Mais en même temps, ça va être très long, ces négociations. Ils ont mis 2 ans pour négocier les JCPOA. Comment est-ce qu'on va faire ça en 3 jours, en 1 semaine? C'est ça qui m'inquiète, moi. Il va falloir, la trêve doit se rallonger, mais longtemps, où il faut qu'ils gardent le blocus comme façon de maintenir l'économie sous pression. Parce que sinon, ça va durer. Je sais pas combien de temps ça peut pas durer. Et pour revenir au peuple, parce qu'on parlait, c'est l'un des points qui a, selon Trump, et je pense que c'est vraiment la réalité, donner la motivation à Trump d'aller en Iran. On rappelle que la révolution de 79, elle était assez rapide, mais elle a été préparée pendant plus d'1 an. Et aujourd'hui, le changement de régime d'un gros morceau comme l'Iran, après 47 ans où eux se sont préparés à rester et à contrecarrer les intérêts américains, israéliens ou de toute la région, va peut-être sans doute prendre un peu plus de temps. On l'espère dans la négociation et moins dans l'aspect militaire. Et les Iraniens ne sont pas en reste, je vous redonne tout de suite la parole, mais regardez de quelle façon les Iraniens non seulement semblent avoir des moyens, mais surtout les montrent, les souterrains avec leurs missiles, avec leurs drones et avec leurs mines. Ce sont les vidéos de propagande. Alors, quelle est la partie tournée du jour, enfin de ces derniers jours, de ce qui précède, la partie éventuellement d'intelligence artificielle? Il faut toujours voir ça avec une certaine méfiance, mais enfin, ils ont des moyens, ils l'ont prouvé, de destruction, drones, mines, missiles. Un mot là-dessus, peut-être, Général, d'abord. Qu'est-ce qui vous semble là le plus convaincant, et notamment dans la capacité de se régénérer? C'est ce que disent les généraux iraniens. Ces quelques jours de trêve nous ont permis, disent-ils, de nous régénérer. Oui, là, ce que je dirais, c'est que c'est des vieilles vidéos d'avant la guerre où les stocks sont parfaits, dans des tunnels parfaits. C'est pas forcément de l'IA, d'ailleurs, mais je pense que ça a été fait avant. La capacité de régénérer, vraisemblablement. D'abord, ils ont eu le temps de préparer la guerre. On sait qu'ils ont fait des stocks depuis juin 2025 et qu'ils fabriquent vraisemblablement encore un certain nombre de missiles. Et surtout, c'est pas tellement les missiles, c'est vraiment les Shahed. Les Shahed, c'est pratiquement l'arme inépuisable parce que ça coûte pas cher, c'est facilement faisable. Et il suffit, en fait, compte tenu de la taille du pays, de disperser les sites de production. Et donc, c'est très, très difficile à annihiler leur production. Donc, ils vont garder cette puissance de nuisance, je pense, encore longtemps, donc, compte tenu qu'ils sont aussi vraisemblablement approvisionnés en composants, d'après ce qu'on nous a dit, par la Chine. Donc, je ne sais pas ce que font les Russes, mais les Russes sont peut-être pas d'armes au pied pour les aider, au moins technologiquement. Mais il y a de fortes chances quand même qu'ils aient gardé une capacité de production. Écoutez la part de propagande, puisque rappelez-vous, Trump avait dit « je vais vous ramener à l'âge de pierre ». Et on verra d'ailleurs plus tard comment il avait pris cette décision. C'est le Wall Street Journal, je crois, qui rapporte le détail du choix, des mots qu'il a utilisés, des coulisses de tout ça. Mais d'abord, la vidéo de propagande du régime de Téhéran qui se moque de cette expression de l'âge de pierre, alors visiblement qu'il a résisté à ces bombardements. We're going to bring them back to
the Stone Ages. Voilà, image faite. D'ailleurs, il me semble que c'est un empereur iranien ancien. C'est pas forcément un. Darius, peut-être. Ah oui, C'est peut-être l'empereur Darius ou voilà, ou, un prédécesseur. Il est Ils devant ont fait exprès, Persépolis, Darius, là, en tout dites-le, reconnaissez-le. Ah, oui. On voit ces colonnes de Persépolis. C'est vous Oui. qui avez choisi le personnage. Effectivement, on voit Persépolis. Hein, c'est-à-dire, là, il y a la dimension République islamique et même il remonte à avant. Ouais. Oui, mais Mais c'est intéressant parce que dans les négociations justement, et Javad Zarif qui s'est exprimé récemment à ce sujet, dit que la délégation américaine ne comprend pas une chose, selon lui, c'est la nécessité d'avoir du respect, de respecter les Iraniens. Que vous les aimiez ou non, ce régime mortifère, dégueulasse, etc., c'est d'aborder cette négociation avec le respect qui est dû à une culture plurimillénaire, avec tout ce qu'elle a pu contribuer dans la médecine, la science, la musique, la littérature, etc., et de dire, bon voilà, c'est une manière, alors qui est franchement, bon, c'est de l'intelligence artificielle, pour eux de faire se condenser en fait entre eux, et c'est assez malheureux parce que c'est quand même à l'image de ce que c'est devenu au travers de ce régime, entre une histoire qui est richissime et qu'il faut célébrer et respecter, et un régime qui a arsenalisé tout ça, et qui, plutôt que d'être dans le développement et dans la défiance, et a englouti des milliards dans des missiles et un programme nucléaire. Moi, je suis frappé par la dimension nationaliste. Hein, effectivement, le côté islamiste ou islamique est peu présent là, dans cette vidéo en tout cas, et en revanche la dimension nationaliste. C'est vraiment intéressant. Vous avez vu là, c'est l'empereur Valérien qui a été fait prisonnier en 256 par Chapour Ier que l'on voit, et on voit exactement la photo similaire de Trump qui s'incline, qui a été défait par les ayatollahs. Regardez là, ça c'est l'empereur Valérien. Et ensuite vous avez exactement la photo similaire avec Donald Trump. Donc c'est la fois où ils ont anéanti l'armée romaine et l'empereur a été fait prisonnier, l'empereur romain, et il est jamais retourné chez lui. C'est son fils Galien qui a régné. Ouais, et une connaissance des guerres antiques qui est fascinante. Oui, vous savez, c'est votre passion, bien sûr. C'est et vous ma avez passion, écrit mais, sur le